mettons, je fais un projet avec une typo que j'ai pas loué ou que j'ai pas acheté. Illégal. Puis là, je veux le poster sur mon Instagram, mettons. Beaucoup d'énormes entreprises qui font faire du custom parce que, rendu à la taille où est-ce qu'ils sont, ça coûte moins cher que d'acheter une licence. Okay. Ouais, c'est vrai. Hein? Si t'as beaucoup de chance, c'est possible d'en vivre. Ça dépend. En prison? Allô tout le monde! Bienvenue à Entre deux briques, qui est le podcast des étudiants en design graphique de l'Université Laval. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler d'un pilier fondamental dans le monde du design. On va parler de tout ce qui est typographie aujourd'hui. Oui, puis pour en parler, on a la chance de parler à Étienne Aubert-Bonne. C'est bien ça, hein? Exactement. Allô! Salut, ça va bien? Ça va très bien, vous? Oui, absolument. On est content que tu sois là. En plus, c'est descendu de Montréal pour venir nous voir. C'est loin, mais c'est pas trop loin. C'est pas trop loin, ça va. On C'est vrai que ça va pas. Merci d'avoir fait la route, en tout cas. Mais c'est ma première fois à la fabrique, en plus. Ouais? T'as pas eu trop de misère à trouver le local? Non, ça va. Mais c'est cool de voir ça en personne pour la première fois. On en entend parler quand même beaucoup. C'est vrai que c'est quand même cool. Ah ouais? T'en entends parler? Bon Dieu. On est célèbre. Ça se rend jusqu'à Montréal, l'info. Yes, sir! Fait que, on pose, dans le fond, une première question à pas mal tous nos invités. On voudrait savoir un peu, c'est quoi ton parcours, là? C'est quoi qui t'a mené à la typographie? Ben, comme vous, j'ai étudié en design graphique. J'ai commencé au cégep de Sherbrooke. Puis ensuite de ça, continué à l'UQAM au bac en design graphique. Puis c'est là que j'ai pas mal découvert la typographie puis approfondi mes connaissances par rapport à tout ça. J'avais des professeurs comme Alessandro Colidi, Judith Poirier qui m'ont beaucoup épaulé là-dedans. Je me suis mis à lire à peu près tout ce qui existait sur le milieu, m'intéressais beaucoup à ça. Puis après ça, j'ai décidé de continuer dans cette lancée-là puis de me spécialiser en dessin de caractère typographique. Fait que je suis allé faire un certificat à New York, à Cooper Union. Puis ensuite de ça, j'ai fait ma maîtrise à la KBK aux Pays-Bas en dessin de caractère, encore une fois. C'est hot. Puis ensuite, en fait, même avant de faire ma maîtrise, j'ai fondé ma fonderie avec Alexandre Soumier-Demers, qui s'appelle Coppers and Brasses. Maintenant, ça fait depuis 2015 à peu près que Alexandre, lui, fait surtout de la peinture d'enseigne. Il appartient à un collectif qui s'appelle Deux Lettreurs. Puis moi, j'ai continué avec Coppers and Brasses depuis ce temps-là pour faire des polices autant retail que custom pour des clients. Excusez, je vais utiliser des anglicismes. Là. Il y en a beaucoup dans le milieu, puis des fois, c'est comme un automatisme, mais je vais essayer de me contrôler. C'est bien correct. Ça fait combien de temps que tu as fondé ça? C'était en 2000, non officiellement en 2011, officiellement en 2012. Fait que c'est sûr qu'avant de lancer ça, il y a du travail qui vient au préalable, mais fait que ça fait quand même un petit moment maintenant. Là. Okay. C'est-tu à l'université que tu as découvert un peu la typographie? Oui. Ben, c'est quelque chose qui m'avait pas tellement accroché quand j'étais au cégep. Tu sais, genre les circonstances, là, les différents professeurs que j'avais eus, ça n'a pas nécessairement été l'histoire d'amour automatiquement par rapport à ce sujet-là. Mais là, vraiment, quand je l'ai redécouvert à l'université à travers d'autres gens dans un autre milieu, tout ça, c'est vraiment là que ça m'a accroché. Damn. C'était comment aux Pays-Bas? C'est bien différent, mettons, de Montréal ou de New York aussi? Ben oui. Tu sais, le dessin typographique aux Pays-Bas, c'est quelque chose qui est beaucoup plus présent dans la culture. Okay. Si tu parles à quelqu'un dans la rue puis tu dis que tu es un type designer, ils vont savoir de quoi tu parles tout de suite. C'est quelque chose qui est vraiment très présent là, dans leur milieu culturel. Fait que c'est sûr qu'il y a comme beaucoup de reconnaissance, mais aussi beaucoup de ressources par rapport à ça. C'est un endroit où est-ce qu'il y a une grosse concentration de designers typographiques aussi. Fait que ça fait qu'on a accès à énormément de gens qui peuvent nous aider, tous nos professeurs. Il y a beaucoup de professionnels du milieu. Il y a beaucoup de musées qui ont un focus typographique aussi. Fait que c'est vraiment comme un milieu immersif par rapport à ça, mais tu sais, c'est pas non plus la seule
culture typographique intéressante, là. Il y a beaucoup de microcosmes typographiques comme ça un peu partout en Europe. Tu sais, les Français font leur propre chose. Il y a une autre bonne université à Reading aussi, au UK, où est-ce qu'il y a toute une autre histoire typographique. Chacun leur façon de faire, leurs inspirations, leurs différents styles, différentes façons d'approcher la typographie. Mais c'est sûr que comparativement à ce qui se passe ici au Québec, où est-ce que c'est jusque dans les dernières années, là, c'était beaucoup moins présent dans l'imaginaire collectif. C'est sûr que ça fait un gros changement là, à ce niveau-là. Non, c'est sûr. Est-ce que tu avais fait comme des recherches au préalable pour choisir comme ton université? Ou c'est tes profs qui en ont parlé? Puis, Ben, j'avais un de mes professeurs, Alessandro Colidi, qui avait fait un programme. C'était pas encore je pense que c'était pas encore une maîtrise à l'époque, mais qui avait fait un programme à la KBK aussi. Donc, lui m'a conseillé un peu d'aller là, mais il y a quand même quelques alternatives. C'est sûr qu'au niveau des maîtrises, il n'y en avait pas des tonnes à l'époque. Puis les deux principales, c'est la Reading, qui a beaucoup un focus multiscript, qui est fort sur l'aspect linguistique et tout ça, puis qui est beaucoup plus traditionnel dans son approche. Puis celui aux Pays-Bas, à la KBK, qui était vraiment basé sur les théories de l'écriture de Gerrit Noordzij, puis dans le fond, la théorie de l'outil typographique, puis de comment est-ce qu'on peut faire évoluer nos formes puis nos systèmes avec cet outil-là, puis dans la façon qu'on s'en sert. Fait que moi, ça me parlait plus, cette approche-là. OK. Nice. Bon, ben comment que ça marche? C'est quoi, mettons, pour toi, une typographie? Des lettres. Des lettres? Ensemble. Ça dépend parce que ça prend plusieurs formes. C'est ce que j'imagine que vous avez en tête en ce moment, c'est des fontes numériques. Mais tu sais, si on reporte même il n'y a pas si longtemps que ça dans l'histoire, c'était un produit physique là, qu'on créait. Ils viennent tous avec leurs différents types de contraintes et tout. Mais si on parle de typographie numérique, pour moi, c'est surtout un ensemble de caractères qui permet de communiquer de l'information, donc qui est intelligible, qu'on peut qu'on est capable de comprendre, puis ces caractères-là, ils interagissent ensemble. Fait qu'il faut qu'il y ait une certaine cohésion là, dans ton système. Il faut que ces caractères-là fassent du sens pour moi, pour que ça soit jugé comme étant une police de caractères. Sinon, ça devient plus des éléments un peu plus disparates, puis ça se rapproche plus du collage. Mais si on parle d'une police de caractères comme telle, pour moi, ça ressemble à ça. Good. Puis dans le fond, on a un cours aussi là, qui parle de la typographie. Il y a des familles, il y a plein d'affaires concernant la typo. Est-ce que tu le vois aussi quand tu l'as fait ta maîtrise? Est-ce que tu as comme, vu les courants, tu as vu comme tous les genres? C'est moins axé sur la théorie. C'était vraiment la maîtrise que j'ai faite, c'est vraiment une maîtrise hyper vraiment dans la pratique. Là. Fait qu'on dessine beaucoup, on teste des choses, on brise des choses, on s'amuse. Mais tu sais, c'était pas hyper académique comme programme. Mais c'est sûr qu'à travers tout ça, à travers nos exercices et tout, on finit par faire de la recherche, aller chercher des références à gauche, à droite, tout ça. En apprendre plus sur les outils qu'on utilise, les outils desquels on aimerait s'inspirer. Fait que c'est certain qu'il y a tout cet aspect-là aussi, mais c'est très auto-initié. C'est nous qu'il fallait qui drive cette recherche-là. OK. Tu disais que vous faites des dessins, vous brisez des choses. Est-ce que vous utilisez aussi la typographie comme déjà existante pour comme la modifier, ou c'est vraiment toute la création typographique de A à Z, mettons? Ben, la typographie, c'est un drôle de milieu pour ça parce que ça vit pas... ça vit pas dans un univers stérile. Là. C'est comme on veut pas. Pour qu'une typographie, une police de caractère soit fonctionnelle, il faut qu'elle ait un lien avec les autres qui ont été faites avant. Si ton A minuscule ressemble en rien à un A minuscule, est-ce qu'il y a encore une raison d'être? Là, fait que, veut pas, on est toujours en train de s'appuyer sur 2000 ans d'histoire de l'écriture.
Fait que oui, il y a toujours ce lien-là vers ce qui a été fait avant. Puis, tu sais, on avait même des projets. Il y a quelque chose qui se fait beaucoup dans le milieu du design typographique, qui est de créer des revivals, là, de réactualiser des polices qui ont soit pas suivi dans les OK. évolutions technologiques. Donc, quelque chose qui aurait été une police de caractère au plomb à l'époque du letterpress, mais qui n'a pas été numérisé. C'est quelque chose qui peut être fait. Ou sinon de réinterpréter aussi ces styles-là. Tu sais, veux pas si je fais une police sérif demain matin, c'est difficile de nier que je me base sur ce que Garamond puis Grandjon puis que ces grands créateurs-là sur leur œuvre puis qu'est-ce qu'ils ont fait. C'est pas quelque chose que tu inventes de zéro. Ouais, c'est ça. Même quand tu essaies d'aller dans des dessins beaucoup plus expérimentaux, des trucs plus radicaux, tu sais, c'est rare que c'est 100% de l'invention. Fait qu'il y a toujours cet aspect-là de s'appuyer sur quelque chose qui a été fait dans le passé. OK. Puis comment ça marche, mettons, pour créer une typographie, là? Une nouvelle? Ouais. Ben, pour l'idée, c'est sûr que ce qui est important, c'est d'arriver avec quelque chose qui répond à ton besoin. Là. Tu sais, c'est rare qu'on... Ben, en tout cas, de mon côté, moi, je fais beaucoup de projets sur mesure pour des clients. Fait que ça reste que j'ai quand même des contraintes là, dans mes projets. Quand on crée des polices de caractère pour distribuer sur une fonderie, donc tout ce qui est retail, vente en ligne. Là, on est beaucoup plus libre, mais c'est plus risqué aussi. Là. On ne sait jamais si l'investissement en temps qu'on met, qui est quand même assez considérable, on ne sait jamais si on va retrouver là, ce temps-là à quelque part, si ça va vendre. C'est ça. Puis c'est sûr que c'est des milieux où est-ce que, tu sais, pour qu'une police soit rentable, il faut vraiment vendre beaucoup. Puis c'est rare que ça arrive. Tu en as une sur 10, Ouais. où est-ce que ça va arriver? Fait que la majorité des projets que je fais, moi, c'est des projets sur mesure. Puis il y a toujours des contraintes, que ce soit des contraintes budgétaires, que ce soit des contraintes de temps. Comme, il est quand ton deadline? Tu en as besoin pour quand cette police-là? Que ce soit des contraintes stylistiques. C'est sûr que, exemple, pour une grosse multinationale, tu vas pas nécessairement aller avec le truc le plus funky qui existe ou vice-versa. Là, Ouais. Fait que il y a toujours des contraintes dans ces projets-là. Contraintes techniques. Il y a des entreprises qui ont des besoins hyper spécifiques. Exemple, si tu as besoin d'utiliser ta police pour du broadcast, puis de t'en servir pour créer des super ou nouvelles. Ben, les systèmes qui sont utilisés pour gérer la typographie dans ces environnements-là, c'est des systèmes qui datent encore des années 80. Il faut être capable de s'assurer là, que tes polices qui sont créées aujourd'hui vont être compatibles avec ça. Il y a beaucoup de différents éléments auxquels il faut faire attention là, selon le contexte du projet comme tel. OK. Mais il y a à peu près toujours là, des contraintes. Puis moi, c'est ce que je préfère là-dedans aussi. J'ai beaucoup de misère à... Tu sais, si tu me donnes une carte blanche, puis tu te dis, vas-y, fais-moi une police de caractère. Il n'y a à peu près rien que j'aille plus que ça. Ça me prend tout le temps comme quelque chose pour guider un peu mon intention dans tout ça. Puis m'amener à répondre à un problème. Puis c'est comme ça que je préfère créer. Non, c'est C'est vrai que des fois, avoir carte blanche, là, c'est partir de rien. Puis c'est rien pour te guider, puis te baser, Ouais. pour faire tes affaires. c'est vraiment compliqué. Ouais. Mais dans le fond, une fois que tu as trouvé ton idée ou tu as trouvé comme ton fil directeur, tu dessines à la main comme toutes tes lettres, puis après ça, tu ajustes le crénage et tout, genre sur un logiciel? Ou Ça comme- dépend vraiment des projets. Quand c'est un dessin plus expressif, je vais souvent commencer à la main. Au début, quand je commençais à faire de la typographie, je travaillais beaucoup plus à la main que maintenant. Aussi parce que les projets que je faisais étaient peut-être un peu plus expressifs que la majorité des Ah, c'est projets normal. custom que je fais maintenant. Mhm. Mais aussi juste une question d'habitude. Tu sais, maintenant, j'ai beaucoup moins de misère à sketcher, là, si on veut, directement à l'ordinateur. J'ai Ouais. des techniques là, que j'utilise pour être capable d'aller chercher certaines formes. Puis quand je vais dessiner à la main, je vais souvent le faire de façon beaucoup plus informelle. Là. Tu sais, c'est vraiment un doodle comme ça, puis je suis capable de tu sais, le regarder là, regarder à l'ordi, regarder là, regarder à l'ordi, puis juste chercher de l'inspiration plus qu'une forme comme telle. Par contre, au début, quand on a encore
un peu de misère à gérer nos courbes de Bézier, qu'on ne comprend pas nécessairement comment est-ce que la transition de vitesse d'une courbe à une autre fonctionne bien, ça aide énormément là, de dessiner à la main. Puis c'est quelque chose que j'ai fait là, pendant longtemps. Puis comme j'ai mentionné, encore une fois, maintenant, dans les projets plus expressifs, je vais utiliser ces techniques-là. Mais c'est sûr que pour dessiner sans sérif grotesque, le plus neutre possible, c'est moins quelque chose que je trouve qui est utile, ou disons de moins en moins utile. Ouais. Mais fait que ça peut être un point de départ pour certains projets. Pour certains autres, c'est directement à l'ordinateur parce que c'est beaucoup plus facile de dessiner une forme symétrique de façon numérique à la main. Fait qu'assez rapidement, on est capable d'aller chercher notre rythme global de la police, nos proportions, puis être capable de tweaker ça pour s'assurer d'être au bon endroit. Fait que le point de départ de la police, c'est vraiment de créer tes caractères de contrôle. Je ne sais pas si vous connaissez la fonderie Ono Typeco. Oui, le nom dit quelque chose. Ouais, c'est James Edmondson. Ben, Ono, il a appelé sa fonderie comme ça parce que le O, le H majuscule, puis le N, le O minuscule, c'est nos caractères de contrôle. C'est là-dedans qu'on va aller chercher le maximum d'informations. Ça va te donner... Ben, le style de caractère. Est-ce que tu es en train de dessiner une sérif, une sans sérif? Est-ce que tu as un contraste qui est vertical ou un contraste plus old style, un peu plus oblique? Quelle quantité de contraste tu as dans ton caractère? C'est quoi ta graisse? Mais ça va te permettre d'aller chercher aussi les proportions de ces caractères-là. Fait que ton O, est-ce qu'il tend plus vers quelque chose de circulaire ou est-ce qu'il tend plus vers quelque chose de condensé? C'est quoi sa relation avec le N? Puis, à partir de là, tu es capable de créer aussi mettre les bases de ton espacement. Fait que quand tu répètes ces caractères-là, tu crées une séquence. Puis le but, c'est d'aller chercher le rythme le plus régulier possible avec ces caractères-là. Puis déjà, là, tu sais comment tu vas espacer tes droites, tu sais comment tu vas espacer tes courbes. Tu as une bonne idée là, de la majorité de l'information dans ta police de caractères avec juste ces 4 lettres-là. Fait que c'est un bon point de départ pour s'assurer là, que le rythme que je suis en train d'aller chercher marche pour le projet que je suis en train de faire. Tout n'est pas... la police n'a pas l'air trop extended, beaucoup trop large. C'est pas essoufflant à lire ou, encore une fois, beaucoup trop condensé. Tu es capable d'aller voir à peu près ton gris typographique aussi avec ça. Fait que ça te donne énormément d'informations, là, juste ces caractères-là. Puis à partir de là, tu as déjà beaucoup de morceaux que tu peux venir emprunter pour créer d'autres caractères. Fait que avec un N, si tu le mets à l'envers, tu as à peu près un U. Si tu le coupes, ça donne presque un R. C'est comme c'est jamais exactement comme ça. Mais c'est sûr que dans une police numérique, on copie-colle le plus d'éléments possible parce que ça donne de la régularité à ton dessin aussi. Mais après ça, quelque chose que je dis toujours à mes étudiants, c'est il faut faire confiance à tes yeux aussi. Fait que il y a certains éléments que ça vaut la peine de copier-coller, de mesurer, de s'assurer que mathématiquement ça fait du sens. Mais en typographie, l'aspect mathématique prend le bord assez vite. Faut faire confiance à nos yeux. Veux pas, on a tous lu beaucoup dans nos vies. On a beaucoup de pratiques à juger des caractères typographiques, même si c'est inconscient. Puis, si tes yeux te disent qu'il y a quelque chose qui est off, fais-toi confiance. Parce qu'il y a beaucoup de micro-ajustements là-dessus. Exemple, un U majuscule, sérif avec du contraste. Tout le monde a à peu près une idée de quoi ça a l'air jusqu'à ce que tu en fasses un. Puis tu te rends compte comme, OK, ouais, il y a un côté qui est un délié au complet. Puis, tu sais, ça fait pas de sens si tu suis le modèle calligraphique, mais c'est le genre d'élément où est-ce que tu n'es peut-être pas capable d'y penser au point où est-ce que tu vas être capable de le faire, mais quand tu le vois, tu sais qu'il y a quelque chose qui marche pas. Mais tu n'es peut-être pas nécessairement capable de mettre le doigt dessus. Fait qu'il faut apprendre à vraiment se faire confiance là-dessus, puis pas hésiter à aller faire de la recherche aussi, là, si jamais tu remarques quelque chose qui paraît un petit peu off. Ça doit s'apprendre avec l'expérience aussi, à force d'en faire, tout ça. Oui, c'est sûr que c'est le genre d'erreur que tu fais une fois. mais c'est ça. Fait que, à partir de là, on prend ces morceaux-là, on crée les caractères de base, là, A à Z, les chiffres, minimum de ponctuation. Puis, rapidement, tu es capable de tester dans des contextes réalistes, voir si ta police de caractère fonctionne, si ça donne ce que tu veux.
c'est un procédé aussi hyper itératif. Fait que pour moi, c'est vraiment important de rien couler dans le béton dès le départ. Là. Tu veux rester le plus flexible possible. Fait que pour ça, l'idéal, c'est de pas trop étendre le jeu de caractère rapidement. Rester, moins tu as de caractère à modifier si tu décides de changer quelque chose, moins ça te prend de temps à le modifier, puis plus tu restes nimble dans tout ça. Fait que ça, c'est un autre aspect important, mais tu peux rapidement le tester, voir si ça marche, puis revenir travailler les éléments que tu trouves qui fonctionnent moins. Mais ce que je veux dire par c'est important de rien couler dans le béton, c'est aussi que le premier E que tu vas dessiner dans ta police, ça ne sera pas ton dernier. Même si tu travailles dessus pendant 20 heures pour t'assurer que tout est parfait dessus, il ne faut jamais oublier qu'il vit en interaction avec les autres caractères autour. Puis dès que tu changes quelque chose sur un caractère autour, il va falloir que tu le modifies aussi. Fait que c'est ça le processus itératif, c'est d'accepter que tu vas retravailler la même lettre à peu près 200 fois, puis elle n'est jamais finale avant la fin. Puis même là encore, c'est questionnable. C'est ça. Même là, il pourrait tout le temps avoir du travail qui pourrait être refait. Ouais. Souvent, les projets de typo, ça prend beaucoup de temps. Puis il faut apprendre à juste laisser aller à un certain moment. Surtout au début, parce qu'au début, tu apprends tellement en réalisant le projet comme tel qu'à la fin du projet, tu te rends compte de tellement de trucs que tu aurais fait différemment. Puis c'est un autre conseil que je donne souvent aux étudiants dans le cours de dessin de caractère. Ta première police rendue à la fin de la session, il y en a beaucoup qui disent je vais continuer à travailler dessus. Puis mon réflexe, c'est toujours de dire essaie pas de la rendre parfaite. Ça va te prendre tellement de temps. Pars un autre projet à côté, puis fais juste éviter de faire les erreurs que tu as fait dans ton premier. Puis tu vas voir que déjà, ton deuxième projet est 10 fois mieux que le premier. Puis ça fait que tu n'as pas besoin de juste repasser en arrière puis réparer un peu tout ce que tu as fait de croche dans le premier. Là. OK. Puis mettons, en termes de temps, mettons, approximativement, clairement, il y a des livrables selon les clients, etc. Mais ça prend combien de temps pour faire une typo? Ça varie beaucoup. Oui, c'est ça. Ça varie beaucoup selon ton expérience. Je veux pas, au début de ma carrière, ça me prenait beaucoup plus de temps que maintenant. Mais ça varie beaucoup aussi par rapport au projet comme tel. Est-ce que c'est un jeu de caractère hyper étendu ou est-ce que tu te retrouves avec 1600 caractères par style ou est-ce que c'est un latin 1 à 160 caractères? Ça va jouer quand même beaucoup. Après ça, la complexité du design comme tel, c'est sûr que c'est moins long faire une sans-sérif géométrique que de faire un dessin où est-ce que tu as beaucoup de mouvements dans le contraste, beaucoup d'éléments à équilibrer au niveau des masses, tout ça. Fait que ça va prendre plus de temps. Mais pour te donner des chiffres, un A à Z, majuscule, minuscule, dans un projet assez simple, avec un set de chiffres, ça peut facilement se faire en une journée. Okay. Mais il ne sera pas livrable à ce moment-là. Oui, c'est ça. Après, il faut que tu le retravailles. C'est parce qu'il faut... Il va y avoir quelque chose d'utilisable en une journée. Mais après ça, il faut que tu le testes, il faut que tu vois, il faut que tu réagisses, il faut que tu t'erres dessus. Fait que ça peut prendre beaucoup de temps, puis souvent, ça prend le temps qu'on a. Moi, puis je sais pas si c'est comme ça pour la majorité là, des gens des design typographique, mais je travaille toujours au mandataire. Je travaille jamais à l'heure. Fait que si pour un projet, on a un deadline qui est à telle date, je vais le pousser jusqu'à cette date-là. Parce que, comme on a mentionné tantôt aussi, il y a un peu... il n'y a pas vraiment de fin. C'est jamais fini. On peut toujours l'améliorer. Je vais l'améliorer jusqu'à la date de livrable. Fait que c'est un peu difficile là, d'estimer combien de temps ça prend. C'est quelque part entre une journée et 3 ans. J'ai des projets retail sur lesquels je travaille depuis plus de 10 ans. Pas à temps plein, évidemment. Je travaille dessus peut-être une vingtaine d'heures par année parce que j'ai pas plus de temps à consacrer à ces projets-là, mais ça peut être super long aussi à cause de ça aussi. Mais c'est ça varie vraiment beaucoup d'un projet à l'autre. Je dirais que pour des projets d'une famille d'assez grande envergure, là, comme 6 graisses, romain, italique, sans sérif, ça peut prendre entre 3 et 6 mois facilement. Quand même, OK.
Une journée, c'est-tu comme 8 heures ou c'est comme plus 24 heures dans... Ça dépend encore une fois de quand dans ma carrière. Quand j'ai commencé, c'était plus proche de 24. OK. Mais là, maintenant, j'ai un enfant, j'ai d'autres obligations, fait qu'on s'en tient à un 8 assez strict, là. OK, parfait. Ben, correct. Puis, admettons, les logiciels là, pour faire de la typo. Ouais. C'est quoi à peu près, genre? Il y en a beaucoup. Mhm. Tu sais, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que la typographie, ça a toujours été un milieu qui était très lié aux outils qui étaient utilisés pour la créer. Tu sais. Que ce soit les outils calligraphiques, que ce soit les outils pour couler les caractères, que ce soit les outils d'impression. Mais maintenant, tu sais, on a un peu gardé cette tradition-là parce qu'on a du choix, puis tu peux vraiment te spécialiser selon ton workflow, selon comment tu préfères travailler, qu'est-ce que tu priorises dans tout ça. Il y en a pour à peu près tous les goûts. C'est un peu différent là, tu sais, en design graphique, c'est encore beaucoup Adobe. Ouais. Puis aussi exclusivement que quand moi j'étais aux études. Là. Mais C'est quand même exclusif pas mal. par Ouais. contre, ouais. C'est Mais- rare qu'on utilise d'autres logiciels, me semble. C'est rare. C'est vraiment rare. Ouais. ça reste le leader, disons. Ouais. Mais en type design, tu sais, il y en a 3 principaux. Tu as celui que moi j'utilise qui est RoboFont, qui est un logiciel qui a été créé par Frédéric Berlaine, un ancien étudiant de Type Media aussi. OK. Tu as Glyphs, qui est c'est Ouais, probablement ça me le dit quelque plus chose, ça. populaire. Ouais. Puis tu as FontLab, qui est celui que tout le monde utilisait il y a 15 ans OK. et un peu plus. Sinon, tu en as d'autres qui sont un peu plus niche. Tu as FontForge, qui va être open source, gratuit, mais un peu infernal à utiliser. Fait que c'est toujours un peu de peser dans la balance, là, comme quel niveau de convenience tu veux, puis quel niveau de contrôle tu veux avoir aussi. RoboFont, c'en est un, justement, celui que j'utilise, où est-ce que c'est beaucoup sur le contrôle, puis ça peut faire peur les premières fois que tu l'ouvres. Je sais que quand je donne le choix aux étudiants d'utiliser soit Glyphs, soit RoboFont, ils tendent souvent vers Glyphs. Glyphs. L'interface est plus proche de ce à quoi vous êtes habitué habituellement. Familier. Mais pour moi, RoboFont est une philosophie d'outils différente. Dans le sens que Glyphs va vraiment t'aider avec ton travail. Il va essayer de... tu as besoin de définir un jeu de caractères pour ta police. Tiens, voici une liste, choisis lequel tu veux là-dedans. Tu as besoin de créer des fonctionnalités OpenType pour automatiser certains processus. Ça ressemble à peu près à un formulaire. Là, ce que tu as besoin de remplir, c'est super simple. Tandis que RoboFont, tu l'ouvres, puis c'est comme, il n'y a absolument aucune info pour les jeux de caractères. Il faut que tu crées tes propres jeux de caractères. Tu veux faire des fonctionnalités OpenType, il te met une page blanche, puis c'est tiens, vas-y, fais du code OpenType. Ce qui est un peu plus intense la première fois que tu le vois, mais qui te donne aussi beaucoup plus de contrôle. Il y a des trucs plus techniques qui sont impossibles à faire dans Glyphs, puis que tu peux très facilement faire dans RoboFont, juste parce qu'il essaie pas de te prendre par la main, hein, il te laisse aller avec ça, mais c'est sûr qu'après ça, il faut que tu sois quelqu'un d'assez autodidacte, que tu aies le goût de faire les recherches par rapport à ces différents sous-milieux-là. Là. Ça reste que il y a quand même l'aspect technique en typographie est assez présent. C'est pas juste le dessin et la création des caractères comme tel, mais c'est après ça, il faut que tu crées un software avec ça, puis il faut que ce soit fonctionnel, puis que ça marche. Fait que si c'est quelque chose qui t'intéresse, puis que tu as le goût d'expérimenter un peu plus avec ça, RoboFont est probablement la direction dans laquelle je vous conseillerais d'aller. Okay. Mais si l'aspect qui t'intéresse, c'est vraiment juste d'explorer la forme, d'explorer l'expressivité de la typo, puis cet élément-là du design typographique t'intéresse pas, Glyph, c'est sûrement un meilleur choix à ce moment-là. OK. Tu jongles avec combien de projets là, en même temps? Parce que tu dis qu'une typo peut te prendre 3 à 6 mois. Combien de projets tu prends en même temps? Ça varie. Ça dépend des saisons. C'est sûr que il y a des moments dans l'année où est-ce que c'est plus busy, puis où est-ce que j'ai tendance à prendre plus de projets en même temps. Mais je m'assure toujours
avec mes Balancer. échéanciers, de balancer pour jamais me retrouver Ouais. overloadé, parce que c'est plus difficile là, quand tu as besoin d'engager quelqu'un à la pige, il y en a pas autant. Là. Ouais. Souvent, tu vas être obligé d'aller chercher à l'étranger. Puis là, après ça, quand tu as des deadlines un peu plus serrés, ben, ça devient difficile de synchroniser tout ça avec les fuseaux horaires et tout. Puis, par expérience, tu sais, j'ai trouvé ça difficile à certains moments. Fait que je me limite au nombre de projets que je prends. Mais ça peut varier de zéro à certains moments. Où est-ce que c'est ça qui est le fun aussi quand tu as une fonderie, c'est que même si tu n'as pas de projet client dans l'immédiat, tu peux toujours travailler sur des projets retail, tu peux toujours travailler sur... c'est pas le travail qui manque. Fait que ça peut varier de 0 à peut-être 3 max. Hein. OK. Dépendant du scope du projet aussi, si c'est des projets qui sont beaucoup plus restreints dans les variations qu'il va y avoir dans ces familles-là, ben, on peut en prendre plus à ce moment-là. Puis tu sais, tu as toujours des moments un peu, ben, comme en design graphique, là, où est-ce que tu envoies quelque chose pour du feedback client, puis ça se peut que tu attendes 2 semaines avant d'avoir ton feedback. Fait que tu peux jongler entre tout ça, puis ça se marie quand même assez bien. Puis tu sais, là, le dessin de caractères, créer des polices, c'est un aspect, mais il y a aussi beaucoup de lettrage que je vais faire, que ce soit de la création de logos, ou même juste de la retouche sur des logos, des fois que d'autres gens ont créé. Ça, j'en fais moins, mais pour certains studios que je connais bien, ça me fait plaisir de les épauler là-dedans. Mais fait que ça, les lettrages, ça se fait relativement rapidement. C'est des jobs que tu peux facilement faire en une semaine, puis in and out. OK. Nice. Moi, j'aimerais ça qu'on parle un peu plus de ta fonderie. Je trouve ça Ouais, intéressant. c'est vraiment hot. Ouais. J'ai vu que, je sais pas si c'est de la fausse information, là, mais que c'était vous qui avez fait McGill 100 Et Sérif. et Sérif, ouais, c'est ça. Là, en tout cas, j'en ai vu d'autres. Là. Les autres, je les connais un peu moins, mais tu sais, celle-là est quand même bien connue, je pense, en design en tant que tel. Là. Mais en tout cas, j'aimerais ça qu'on parle. De McGill. Ouais, ben pas de McGill, mais des typos que vous avez fait, puis de vos projets. Ouais, ben tu sais, il y a quand même beaucoup de projets qui ont une bonne visibilité. Hein. Ouais, Il y avait, on en a fait pour Radio Cannes, Ok. pour Hydro-Québec, L'Auto-Québec, TVA, Air Canada. C'est comme ça. Je me surprends à chaque fois, tu sais, quand je me promène en ville, à quel point je vois de mes projets Ouais, sans c'est arrêt. ça. Là, tu sais. Puis c'est des projets qui sont assez pérennes aussi. Là. C'est comme, il y en a qui vont, tu sais, une police custom pour une entreprise, c'est pas quelque chose que tu changes à tous les ans. Là. Fait qu'il y en a que ça fait 15 ans déjà là, qu'ils utilisent. Là. Fait que c'est drôle de voir ça évoluer puis de constamment être un peu submergé par ces différents projets-là, mais c'est toujours le fun de voir ces polices dans l'univers urbain. Là. Mais ouais, ces projets-là, tu sais, souvent, c'est... Il y en a qui sont directement avec le client. Tu sais, comme Air Canada, je travaillais directement avec leur studio de Toronto pour développer ce projet-là. Mais la majorité du temps, je dirais que c'est à travers un studio de design ou une agence. Fait que je suis dans une drôle de situation où est-ce que, veux pas, je suis dans un milieu connexe au design graphique, mais j'ai travaillé directement avec à peu près tous les studios montréalais. Ok. Fait que c'est quand même le fun d'avoir cet accès-là. Tu sais. Ouais. Ça, c'est qui t'approche, dans le fond? Ouais. Ok. Puis, pour plusieurs... tu sais, je pense que quand j'ai commencé en 2011-12, c'était un bon timing parce qu'on avait encore un peu une exclusivité. Il n'y avait pas beaucoup de gens qui faisaient du dessin typographique au Québec, voire au Canada à l'époque. Fait que ça nous a donné un accès privilégié comme à ce milieu-là. Puis, veux pas, ton nom reste un peu dans la tête des gens à partir de là. Mais après ça, il y a tout l'aspect de l'enseignement aussi. Là. J'ai vu des cohortes et des cohortes passer. Je connais donc beaucoup de gens dans à peu près tous les studios. Puis, quand ils pensent à « Ah, il me semble qu'on aurait besoin de quelqu'un pour faire un projet de police de caractère custom », souvent, ils vont penser à moi. Fait que, tu sais, je pense que j'ai été vraiment chanceux là, dans mon timing, dans tout ça, puis comment mon entreprise a évolué au début grâce à ça. Maintenant, j'essaie de m'imaginer des fois qu'est-ce que ce serait de partir une fonderie aujourd'hui.
il y a beaucoup plus de compétition. Ouais. C'est beaucoup plus difficile d'avoir de la visibilité aussi. Tu sais, moi, je ne suis pas quelqu'un qui fait beaucoup de publicité dans la vie. J'ai à peu près 0 présence sur les médias sociaux. OK. Mais on dirait que des fois, vu que j'étais là au début, ça fait que ça a fonctionné. Mais aujourd'hui, je pense que j'aurais vraiment beaucoup de misère. Ouais, c'est pas la même game, c'est sûr, là. Ouais. Ah, surtout maintenant, c'est beaucoup ça pub, là, quand même. Ouais. T'as une Mais bonne là, présence. t'as déjà tes contacts, puis t'as déjà Ouais, non, c'est une ça. belle présence dans le milieu. Là, fait que Mais c'est je suis quand bien même- tombé. Hein. Ouais, ok, c'est nice. Ouais. Mais tu sais, il y a Ouais. beaucoup de chance là-dedans. Ouais. Mm. Ouais, puis de travail. Aussi. Ouais. On va pas tout mettre à la chance, là. Mais elle a contribué. Mais oui, c'est ça. Puis là, c'est ça, tu enseignes à l'UQAM en ce moment. Est-ce que tu fais seulement le cours de dessin, de caractère? En fait, l'année passée, j'ai pas pris de charge de cours. OK. Je faisais pas juste le cours de dessin de caractère, je faisais aussi le cours de typo base, là, le OK. premier cours de typo. Mais c'est sûr que le cours qui est celui que je préfère, c'est le cours de dessin de caractère parce que c'est Mhm. beaucoup plus proche de ce que je fais. Tu sais, veux pas, j'ai quand même une formation en design graphique. Mhm. Je comprends comment ça marche. Mhm. Mais je me sens un peu rouillé là, des fois Ouais, OK. quand je me compare à ce qui se fait autour de moi, puis même aux travaux des étudiants et tout, tu sais, c'est comme, oh, OK, ouais, ça a changé beaucoup, ça a évolué. Puis quand t'es pas dedans à tous les jours, Mhm. c'est facile de se sentir un peu overwhelmed par tout Ouais. ça. Tandis que, tu sais, en dessin de caractère, c'est un cours qui se donne à peu près tout seul, là. C'est ce que je fais à tous les jours. Moi, ce que je préfère là-dedans, c'est que ça me force à avoir un raisonnement sur ma pratique, à essayer de décrire ce que je fais d'une façon un minimum intelligible, puis d'essayer après ça de transmettre cette passion-là à quelqu'un d'autre. Puis la réception est quand même assez bonne en général. Là. Je pense que c'est un cours qui est Très apprécié. apprécié, Ouais. là. Ouais. C'est ça. C'est un cours à option? Oui. Ouais, OK. Mais il y a beaucoup de monde qui sont bien animés par la typo. Ben, il y en a Moi, de plus en j'adore plus. ça, là. Ouais, je dirais C'est le fun que que tu sais, depuis 5-6 ans, là, il y a un gros regain d'intérêt. Hein. Fait que ça, Ben, c'est que ça- c'est ça pas fait du bien à plate, voir. là, la typo. C'est qu'il y a tellement des trucs à faire, là. Genre, c'est fou. Mais aussi, c'est super à la mode, là, d'en faire. De Ouais. créer des typos Ouais. pour faire des logos ou pour les entreprises, tu sais, c'est quand même quelque chose de bel atout, là. Ben, je pense qu'ils se sont rendus compte, beaucoup, là, les entreprises, que tu sais, ça joue un gros rôle là, dans la L'identité, voix là. qu'ils essaient de donner à leur business. Puis c'est ça que d'avoir quelque chose d'exclusif peut aider là, à renforcer ton message aussi. Là. Mhm. Est-ce que dans le fond, dans le monde de la typo, il y a beaucoup de courants, j'imagine? Est-ce que tu vois des tendances qui se font beaucoup ce temps-ci ou Ben oui. Tu sais, c'est sûr que c'est large au point où est-ce que Mhm. je pourrais pas dire qu'il y a une tendance puis tout le monde fait Ouais. ça. Là. C'est comme ça reste très varié. Puis Mhm. la majorité de l'utilisation typographique est très normale, là. Mhm. Très dry. Mais tu sais, on voit quand même là, par les rebrands récents, par ce qu'on voit sur les médias sociaux, puis dans sur les affiches dans la rue, tout ça, tu sais, qu'il y a un intérêt pour la typographie très expressive, d'utiliser la typographie presque plus comme une illustration que comme du texte. Là. Ouais. Ça, je pense que ça fait déjà à peu près 7-8 ans là, que ça roule fort. Mais j'ai l'impression qu'on est un peu en train d'atteindre le pic. Là. Tu sais, oui, on peut être hyper expressif, on peut être c'est très expérimental dans ton approche typographique, mais ça reste que dans la majorité des scénarios, c'est un outil qui est fonctionnel, c'est quelque chose qui est là pour communiquer. Puis quand on s'éloigne de la possibilité de transmettre cette information-là par le fait que la typographie devient aussi expressive, aussi expérimentale que ça, j'ai l'impression qu'on on se rend compte rapidement, OK, est-ce que c'est encore quelque chose qui est intéressant d'un point de vue typographique? Après ça, c'est sûr que pour un brand, ça rend ça hyper reconnaissable, mais ça rend ça peut-être un peu plus lassant aussi. C'est comme... Ouais. Il y a beaucoup de polices très display
qui vont être utilisés pour un brand, puis tout d'un coup, on l'associe directement à ça, puis on est comme plus capable de l'imaginer dans un autre scénario. Fait que j'ai l'impression qu'il y a un peu de ça qui joue là-dedans aussi. Mais moi, tu sais, veux pas, j'ai étudié pendant qu'il y avait une mode de gestion typographique différente. Tu sais, beaucoup un accent sur la composition, la microtypo, le détail typographique. Les polices qui étaient à la mode, c'est très des polices humanistes, les trucs de texte courant. Tu sais. C'était pas encore nécessairement display, flashy, tout ça. Puis j'ai l'impression que, justement, on est arrivé un peu à un pic, puis on va recommencer à aller vers de la typographie peut-être un peu plus raffinée. Pas raffinée dans le sens snob, là, mais raffinée dans le sens, surtout dans la façon qu'elle est utilisée. C'est sûr que ça a changé beaucoup aussi. Tu remarques que dans les publications qui étaient faites dans les années 60, 70, 80, il y avait comme un rapport au médium qui était différent. La physicalité de la chose, de un, juste d'avoir imprimé, la technologie qu'elle avait avec aussi. Si tu composais pour imprimer avec des caractères de plomb, c'était probablement pas le designer qui allait composer le texte, ou sinon assez rarement. Là. Mais ça faisait qu'il y avait plusieurs yeux qui étaient là-dessus en même temps. C'était beaucoup moins immédiat, puis ça faisait que tout le monde, on dirait, portait un peu plus attention à la microtypo, aux tout petits ajustements là, qui rendent ça vraiment le plus intelligible possible. Fait que je trouve qu'il y avait quelque chose d'intéressant là-dedans. Puis là, maintenant, on est dans un milieu beaucoup plus immédiat, là, où est-ce que c'est comme tu peux travailler sur une pièce, puis tu as une demi-heure pour la faire, puis c'est publié cet après-midi. Là. Fait que c'est sûr qu'on s'éloigne de la possibilité de pouvoir gérer tous ces détails-là. Mais moi, de mon point de vue, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui manque puis qu'il faudrait qu'il y ait un retour à ça sans que ce soit comme c'était à l'époque. Mais la microtypo, c'est important. La gestion de la composition typographique, c'est important. Puis pour moi, c'est des trucs sur lesquels je suis pas prêt à trop faire de compromis par rapport à ça. Le nombre de fois où je vois des publicités sur le web, puis ils n'utilisent pas la bonne apostrophe. C'est comme, tu le vois tout de suite. Là. Ou ils utilisent un tiret à la place d'un demi-quadratin. Des trucs comme ça, où est-ce que c'est comme, OK, c'est pas si compliqué, ce niveau de raffinement typographique-là, mais pour moi, c'est important pour aider à la compréhension, aider à la lecture, aider à la régularité du texte, puis rendre tout ça le plus cohérent possible. OK. Mais là, c'est aussi le vieux grincheux en moi là, qui parle. Non, mais je pense que nos profs de typo aussi diraient la même affaire. Là. Ouais, c'est sûr que oui. Là. Ben, c'est sûr, là, je veux dire, ça dérange là, surtout pour quelqu'un qui est comme un spécialiste de la typo. Là. Mais Genre, pas nécessairement, parce que je suis pas en train de dire comme pour moi, il faut faire ça. Ouais. Non, mais ça parce doit que sinon, ça me fait mal à moi. Là, c'est comme, je pense qu'il y en a qui ont certains de ces éléments-là qui vont être très fonctionnels. Justement, utiliser un demi-quadratin pour indiquer une durée de 4 à 8. C'est très différent la signification de ça versus 4-8. Fait que c'est important d'un point de vue de meaning aussi, là, juste comme pour que ce que tu es en train de faire veuille dire ce que tu veux que ça dise. Pour la clarté de la communication, il y a un intérêt aussi. Puis mettons les gens qui savent pas toutes ces règles-là, je pense qu'on l'avait vu en typo, il y a un site internet que tu peux aller voir comme toutes les règles typographiques pour les mettre, je pense. Ben, tu sais, les règles typographiques, c'est très localisé aussi. Ce ne sera pas les mêmes nécessairement, déjà pour les langues. Là. En anglais, en français, c'est pas du tout similaire, mais même entre en français au Québec versus en français en France, en français en Suisse, tout le monde va avoir des règles un peu différentes. Fait que, pour moi, c'est comme... Aurel Rama, c'est pas un saint. C'est un bon point de départ. Mais je suis toujours plus de l'avis de utilise ton jugement. Est-ce que ça fait du sens? Comme exemple, mettre une espace fine avant un point d'exclamation.
en français. Souvent, moi, je trouve que ça fait un énorme trou, puis que ça aide pas nécessairement parce qu'en anglais, on n'a pas besoin d'en mettre. Mais les polices de caractère, souvent, vont être designées soit par des anglophones ou pour une clientèle anglophone. Fait que l'espace va déjà être ajusté un petit peu plus large de base. Mais après ça, c'est d'être capable de juger, OK, mais regarde, quand j'en mets une, ça paraît off, je veux juste pas le faire. Puis ça marche pour moi, tu sais. T'as pas besoin de suivre la règle nécessairement, mais d'avoir une réflexion par rapport à la règle, puis de te poser la question pourquoi tu le fais de la façon que tu le fais en ce moment. C'est plus par rapport à ça que par rapport à comme, OK, tiens, voici une checklist, assure-toi que... Coche-les tout. C'est ça. Ouais. Est-ce qu'il y a eu une réflexion en arrière de ça? Est-ce que tu as une intentionnalité dans ton design? Puis à partir de là, s'il y a une raison pour laquelle tu as décidé de le faire comme ça, tant mieux. Ce qui est le pire pour moi, c'est de ne pas y penser. Ouais. Quand tu fais des typos, tu penses, dans le fond, tu fais une typo pour qu'elle fonctionne en français puis en anglais? Ben, habituellement, ça va être un support de langue quand même plus large que ça. Tu sais, français, anglais, oui. Après ça, la majorité des polices que je fais, moi, soit pour mes clients, soit pour les projets retail, je vais utiliser un jeu de caractère qui ratisse vraiment large. Là. Pan-européen, Europe de l'Est, mais aussi comme beaucoup de langues africaines qui peuvent utiliser ces caractères-là. L'idéal, c'est de trouver un jeu de caractère où est-ce que tu as une bonne balance entre comme, faire beaucoup de travail puis avoir beaucoup de gens qui peuvent utiliser tes polices. Parce qu'il y a énormément de langues qu'on pourrait supporter, mais qui sont soit mortes ou utilisées par 5000 personnes dans le monde. Après ça, c'est de voir est-ce que ça vaut la peine d'un point de vue, ça reste très commercial, là, mais comment est-ce que je vais avoir un retour sur mon investissement si j'ajoute ça ou pas? Il y a certains projets où est-ce que ça devient l'élément qui drive le projet. J'avais fait mon projet de maîtrise, c'était un projet sur des polices avec des syllabiques Inuktitut. Puis j'ai fait quand même pas mal de projets avec des syllabiques Inuktitut par la suite. Puis entre autres, pour la commission scolaire Kativik dans le Nord québécois. Puis eux, ils ont besoin d'un support supplémentaire pour ces caractères-là. Puis ça devient une partie intégrante du projet. Fait que là, le projet au complet est basé sur ça. Ma façon de travailler, quand je travaille avec ces langues-là, avec ces scripts-là, c'est d'essayer de les intégrer dès le départ. Puis pas de les intégrer juste comme, OK, je vais prendre mes formes latines, puis essayer de les faire fitter dans le moule. C'est vraiment de voir, OK, où est-ce qu'il peut y avoir un échange intéressant entre les deux, puis qui contribue à part le plus possible égal ensemble pour créer un tout qui est uniforme. Mais dans des projets comme ça, cet aspect de support de langue-là est comme intégral au projet. C'est ça qui le tient ensemble. Là. Fait que oui, il y a support de langue pour le français, pour l'anglais, mais aussi tu peux ratisser assez large. On a fait des projets qui utilisaient des caractères cyrilliques. J'ai fait des projets pour du grec. C'est comme ça. Ça va quand même beaucoup plus loin que ce qu'on peut penser au départ. Puis ça m'arrive, des fois, des clients qui viennent me voir puis qui disent « Ah, moi, je veux que ça supporte toutes les langues. » C'est à peu près impossible de faire une police qui supporte toutes les langues parce que ça inclut tellement de caractères que ton fichier compile juste plus d'un point de vue technique. Fait que souvent, quand tu as des méga familles pour des multinationales, ils vont utiliser des polices différentes pour l'arabe, pour le katakana, genre, puis pour le latin. Puis, fait qu'ils vont utiliser des familles différentes, essayer de les matcher le plus possible. Il peut y avoir un lien entre les deux. Ils peuvent être tous designés par le même studio, mais ça va être des fichiers séparés. Parce que d'un point de vue technique, sinon, c'est à peu près ingérable. Là. Puis mettons, Oh, excuse, voulais-tu... Non, vas-y. OK. Je suis rageuse, j'étais un « What? Oh my God! Oh my God! » Excusez, j'ai perdu le fil. Qu'est-ce que je voulais dire? Je sais pas. Moi non plus. Ah, excusez, je suis un peu Je TDA. sais pas. Je vais l'avoir. Oui, OK. Mettons qu'on parle d'une façon plus générale de la typographie puis moins axée sur, mettons, la création typographique.
Tu en as parlé un peu tantôt, tu sais, comme quoi que ça avait comme un objectif fonctionnel, tu sais, de communication, tout ça, mais selon toi, mettons, c'est quoi? Parce que nous, on l'a vu dans le cours aussi, tu sais, ça a un rôle vraiment plus vaste que ça, mettons. Selon toi, ce serait quoi tous les rôles que ça a dans un projet? Ça, Damn, hein? ça peut aller loin. Tu sais, ça donne une voix à ton projet. Veux pas, c'est comme on le lit, tu sais, oui, en mots, puis on comprend ce que le texte dit, mais on le lit aussi subconsciemment. Tu sais, on donne une voix à la typographie, au même titre que tu donnerais, tu sais, tu vas donner tu vas avoir une lecture d'une image qui va te donner un certain feeling. On fait la même chose avec la typographie, mais en plus de ça, on lit le texte qu'il y a dedans aussi. Fait que ça a plusieurs niveaux. Après ça aussi, il y a toute l'implication culturelle là, de la typographie. Il veut pas, il y a des styles qui vont être associés à certains lieux, à certains moments, à certains faits marquants de l'histoire, qui peuvent venir amener aussi une signification culturelle précise à une utilisation typographique. Fait que, tu sais, c'est pas juste de « Ah, est-ce que c'est lisible » ou « Ah, est-ce que c'est une typographie spéciale au point où est-ce que je vais m'en rappeler puis je l'associe à quelque chose. » C'est vraiment aussi, tu sais, qu'est-ce qu'elle dégage. Il y a des dessins que tu vas voir puis tout d'un coup, c'est comme « Oh, c'est très stérile, ça, ce que ça donne. » Ou tu sais, d'autres où est-ce que OK, ici, il y a quelque chose qui a elle a du fun. Là. Celle-là, ça danse, ça bouge. Fait que ça va vraiment varier. Puis c'est ça, c'est de la lecture à plusieurs niveaux en même temps. Là. C'est ça. Ouais. OK. Quand tu fais... quand tu n'es pas sur un projet de client, là, c'est que, dans le fond, tu fais des typos pour, par la suite, Pour les mettre moi. en ligne, puis après ça... Ouais. Puis après ça, il y a des gens qui vont acheter ta typo pour l'utiliser dans d'autres projets. Ça arrive des fois. Souvent, les projets que je fais pour moi, tu sais, ça va être des projets... Ben, soit des trucs que j'ai dans les tiroirs depuis longtemps, là, puis que, tu sais, après 3 ans, là, à pas y avoir touché, ils me démangent encore un peu. Là, fait que tu ouvres le tiroir, tu travailles là-dessus un peu, puis tu regardes ce que ça donne. Mais, tu sais, je vais jamais faire d'études de marché de « OK, c'est ça qui vend en ce moment, il faut que je... » C'est comme, les projets retail, c'est pour le fun, plus ou moins. Fait que, tu sais, je m'assure de toujours faire quelque chose qui me motive. Sinon, c'est difficile de les terminer. Là. Mais après ça, l'aspect de « Ah, les gens vont venir l'acheter », ça reste à voir. J'en ai qui ont été des gros échecs commerciaux. J'en ai qui ont eu leur petit moment de gloire. Là, où est-ce que tu te mets à aller voir un peu partout. Puis c'est quand même le fun de... s'imaginer comme j'avais ça dans ma tête là, il y a 2 ans. Je l'ai sorti comme ça, puis là, tout d'un coup, tu le vois utilisé à gauche, à droite, puis il y a un certain engouement pour. Mais c'est ça, c'est jamais une garantie avec ces projets-là. Fait que c'est quelque chose qu'il faut que tu fasses pour l'intérêt de la chose. Puis honnêtement, tu sais, encore une fois, en parlant de mon expérience à moi, le milieu de la typographie, tu sais, c'est pas... Si tu as beaucoup de chance, c'est possible d'en vivre, mais le milieu retail, c'est sans pitié. Si tu fais pas énormément de publicité, si tu n'as pas un hit assez rapidement, si tu n'as pas assez de roulement dans ta bibliothèque, les gens vite perdent l'intérêt, oublient que tu existes. Tandis que le custom, c'est un peu différent. Il y a plus de... C'est plus régulier. Fait que moi, j'ai tendu vers le custom, en gros, à cause de ça, parce que j'avais commencé à en faire. Puis là, plus j'en faisais, moins j'avais de temps pour faire des projets retail. Moi, j'avais de temps pour faire des projets retail, moins il y avait de roulement dans la bibliothèque, moins il y avait d'engouement autour de cet aspect-là. Fait que là, je prenais plus de custom, puis veux pas, ça a amené au point où est-ce que maintenant, je fais à peu près 98% du custom, puis 2% du retail. OK. Nice. Je sais pas s'il y a un meilleur mot que retail pour... Je sais pas. Je sais pas. Mais y a-tu dans des entreprises qui font juste ça, du retail? Oh, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Ouais. Parce que c'est ça, toutes les typographies libres de droit. Libre de droit. Libre de droit. C'est plus facile la prononciation. Hein? À l'aide. Libre de doigt. Libre de droit.
les, les typographies libres de droit. C'est des entreprises, j'imagine, qui font ça? Ben, Si on souvent, ces parle de ça. projets-là, les projets libres de droit, ils vont être sponsorisés par une entreprise d'une certaine façon. Yeah. Tu sais, si tu regardes les polices qu'il y a sur Google Fonts, il y en a beaucoup qui vont être open source. Donc, ces projets-là, souvent, ça va être des projets qui soit sont gérés par une communauté, puis où est-ce qu'il y a beaucoup, beaucoup de contributeurs, ou sinon, Google, au début, allait soit acheter des licences de police, soit faisait développer des polices directement pour mettre sur leur serveur de Google Fonts. Eux, c'était un gros avantage là, de leur côté, Google. Tu sais, quand ils ont commencé à faire ça, je pense en 2008 ou 2010. Mais eux, il y avait un énorme intérêt à ce que les fonts web fonctionnent parce que ça améliorait de beaucoup leur référencement. Jusqu'à là, tu sais, dès que tu voulais avoir une police de caractère qui n'était pas une des 7 web safe, il fallait que tu mettes ton texte en image. Puis Google, à l'époque, son bot n'était pas capable de lire des images. Tandis que là, si les gens se mettaient à utiliser des fonts web, tout ce texte-là était référençable, tout ce texte-là était facile à chercher pour eux. Fait que c'est pour ça qu'ils ont investi dans l'aspect typographique. C'est pas parce que Google est une fonderie à la base, c'est parce que eux, ça améliorait de beaucoup leur moteur de recherche. Fait qu'ils ont quand même investi pas mal là-dedans. Puis après ça, ces projets-là, ben, tout le monde pouvait les utiliser gratuitement. J'imagine qu'il y avait des termes un peu plus complexes à la licence que ça, là. Mais essentiellement, eux, il y avait tout à gagner de maximiser là, l'utilisation des fonts web à cette époque-là. OK. Quand tu dis, dans le fond, quand un client t'approche et te demande de faire de quoi de costume, dans le fond, tu fais une rencontre avec lui, j'imagine que pour voir c'est quoi ses besoins et tout. Après ça, mettons, on te dit que tu marchais plus par contrat et non par l'heure. Est-ce que pour dans le fond, wow! Dans le fond, quand les entreprises ils utilisent ta typographie pendant plusieurs années, est-ce que, dans le fond, ils continuent à te payer un peu là-dessus? Selon les années ça dépend des ça dans ton contrats que tu as contrat? avec eux, ça dépend des fonderies. C'est hyper variable, ça. Tu sais, même au niveau de la licence d'utilisation, parce qu'habituellement, la majorité des projets que je fais, même si c'est du custom, il y a une licence d'utilisation qui est associée. Tu sais, le client ne possède pas les droits sur la police. Moi, j'ai toujours été un fan des licences hyper simples. Je pense que ça aide personne d'avoir à tracker 1 million tu sais, combien de users tu as sur ton site web par mois, puis tout ça. Eux, ils n'aiment pas ça. Moi, j'aime pas ça. Okay. On va garder ça simple. Fait que moi, mes licences sont vraiment le plus basic possible. En gros, la majorité du temps, ce que les clients n'ont pas le droit de faire avec la police, c'est de la revendre. Parce qu'à ce moment-là, c'est pas un outil que tu développes, c'est un produit. Fait que c'est une approche vraiment différente. C'est arrivé qu'il y a des clients qui disent ah ben moi je veux acheter les droits sur la police. Des fois parce que le département légal le requiert, des fois parce qu'ils ont des besoins de distribution qui n'auraient pas été couverts par ça nécessairement. C'est rare que je le fais, ça arrive. Mais c'est vraiment du cas par cas. Ça varie énormément d'un projet à un autre. Puis encore une fois, je peux juste parler pour mon expérience. J'ai un peu aucune idée de comment les autres le gèrent. Mais moi, j'aime pas nécessairement introduire trop d'éléments à vérifier là, dans tout ça, puis que ça devienne lourd pour tout le monde qui interagit avec cette licence-là. Fait que je suis pas du genre à dire comme OK, fait que ça vous coûte tant par année, genre, puis il faut que vous me fassiez un versement. Ça m'intéresse pas, ces choses-là. Donc, ils payent, ben, c'est toi qui as quand même les droits, mais eux autres, ils ont le droit d'utiliser. Puis, y a-tu des termes aussi à ça? Habituellement, vous avez le droit d'utiliser pour le site web ou des affiches, whatever? Ben, de mon côté, c'est hyper permissif. C'est exclusivité illimitée, usage limité, pas besoin de rien tracker, mais c'est sûr qu'il faut que ça reste dans la même
entité. Ça, ils peuvent pas la changer, rien. Puis... Ben, Ouais. ils peuvent pas, ils peuvent pas la vendre, mais Mhm. ils pourraient pas non plus se mettre à faire des projets pour une autre compagnie avec. Ok. Tu sais. Ça risque pas d'arriver là, avec, Non. avec Ouais. des end-users comme ceux-là. Mais exemple, si je faisais une police pour un studio de design, puis là, eux, ils se mettaient Ah, à faire ok. des projets pour de leurs clients avec. Mm. Là, ça commence à être un peu différent à ce niveau-là. Mais quand, tu fais une police pour le end user, pour le client directement, à ce moment-là, c'est assez simple d'habitude. OK. Moi, je voulais qu'on parle un peu Ouais. de typographie variable. Mhm. Est-ce que tu veux un peu expliquer c'est quoi pour les gens qui ne savent pas au départ? Mettons? Ouais, ben la typographie variable, c'est un nouveau, pas si nouveau format que ça, là. Mhm. Mais dans le fond, ça permet d'avoir plusieurs instances dans un même fichier de fonte, puis d'aller chercher des variations de cette police-là, que ce soit sur une variation de graisse, de chasse, de contraste. Il peut y avoir à peu près n'importe quoi comme type de variation là-dedans. On peut le mettre sur plusieurs axes aussi, donc c'est possible de séparer ces variations-là. C'est un format qui a été lancé, je crois, en 2017, si je me rappelle bien. Je n'ai pas la date. Ouais, il me semble que c'est en 2017. Fait que c'était, tu sais, les grands de l'industrie, là, Google, Apple, Adobe, qui se sont tous mis ensemble puis qui ont décidé d'intégrer ce format-là. Pour moi, c'est pas quelque chose qui est si novateur que ça, là, parce que ça a déjà été fait en typographie. Mhm. Jamais vraiment supporté, mais ça a déjà été fait, même au milieu des années 90. Là. Apple avait le format Apple GX, Adobe avait les Multiple Masters. C'était essentiellement la même chose, mais avec de la plus vieille technologie, là, pré-OpenType. Là. Mais donc, oui, c'est ça. Les fontes variables, ça te permet de, dans un seul fichier de fonte, avoir plusieurs instances, puis d'aller sélectionner des instances intermédiaires pour des utilisations variées en Ok. design. C'est quoi ta vision de ça? Mettons, est-ce que toi, c'est des trucs que tu utilises ou que tu crées? Est-ce que... Je suis pas le plus grand fan. Non? OK. Non. Puis, ouais, je sais pas, j'ai comme une... C'est un peu controversé, hein, ma Ouais. vision par rapport à ça. Mais moi, je trouve que tant qu'il y a pas... tant que le support est pas là à 100%, il n'y a pas nécessairement autant d'intérêt. Puis là, en ce moment, quand tu regardes où est-ce que le support est, sur le web, ça marche super bien. Mhm. Ça, il y a beaucoup d'applications pertinentes par rapport à ça, que ce soit d'avoir du texte qui est responsive par rapport à ta page, si tu veux avoir une ligne de texte qui va toujours garder la pleine largeur, peu importe quand tu redimensionnes ta fenêtre. Il y a plein d'applications possibles intéressantes. Puis pour les animations en HTML aussi, ça marche super bien. Fait que je pense que là, c'est vraiment prometteur. Après ça, quand tu regardes le support côté logiciel, c'est beaucoup plus spotty. Ceux qui le font étonnamment le mieux, c'est Photoshop. L'endroit où est-ce que ça devrait peut-être pas être. InDesign le supporte quand même, mais pas à 100%, pas de la même façon. Ok. Chez Adobe, c'est un peu... c'est toutes des équipes séparées qui travaillent sur ces logiciels-là. vrai, Puis il y en c'est a qui ont des intérêts typographiques plus poussés que d'autres. Puis Ok. étonnamment, la team de Photoshop, plus c'est poussé. toujours les premiers à intégrer les Ok. avancées typographiques. C'est pas le logiciel le plus important, Typo, en Non. plus. Puis il y a des endroits où est-ce que tu te dis, ah, mais ça serait tellement pertinent d'avoir ça dans After Effects. Mhm. Eux, c'est comme non, ils ne supportent pas encore. Puis, ben, du moins. C'est vrai que ça me fait rire que ça ne soit pas les mêmes équipes parce que des fois, il y a des trucs qui Puis ils se qui parlent marchent pas. pas ensemble. C'est ça. Fait que, Mais c'est ça. Fait que, tu sais, aux endroits où est-ce que ton résultat est souvent hyper statique, c'est là que tu as un support variable pour l'instant. Ouais. Puis aux endroits où est-ce que ton résultat final est beaucoup plus animé, beaucoup plus variable, beaucoup plus dynamique, c'est là que le support n'est pas encore présent nécessairement. Fait que je trouve qu'il y a un peu une incohérence à ce niveau-là. Fait que tant que le support n'est pas là du côté usager, on dirait que j'ai un peu plus de misère à voir l'intérêt à 100%. Après ça, il y a des compromis aussi techniques. La façon que le format a été
gérer. Puis là, vous me le dites si je rentre trop dans les détails. Là. On aime ça d'habitude. Vous le couperez au montage. Ouais, c'est ça. Mais la façon que le format a été géré, tu sais, on a nos deux instances principales. Fait exemple, si tu avais un axe variable de graisse, tu vas avoir ton instance la plus fine puis ton instance la plus grasse. Puis ça te permet, quand tes dessins sont compatibles, fait qu'il faut que tu aies le même nombre de contours, le même nombre de points par contour, la même direction de chacun de ces contours-là, puis le même index dans l'ordre de tes contours, ton contour 1, 2, 3, 4, lequel est en premier, deuxième, troisième, quatrième. Fait qu'à partir de là, ta fonte va être interpolable, puis va être possible là, d'utiliser comme fonte variable. Okay. Sauf que il y a des éléments qui sont moins bien supportés. Le hinting, entre autres, là, je ne sais pas si vous connaissez un peu c'est quoi le hinting. Je suis pas familière. On avait cherché une traduction française du mot, là, puis c'est très difficile à trouver, mais on était resté sur le terme optimisation de rendu. Okay. Mais en gros, quand tu affiches une police à l'écran, il faut convertir ta courbe de Bézier en pixels allumés ou éteints. Ouais. Puis c'est comme une couche d'information qui va dicter à ta police comment réagir sur une grille de pixels. Fait qu'il faut que ces instructions-là soient présentes pour une multitude de tailles. Tu sais, comme quand tu utilises ta police en 6 pixels, 7 pixels, 8 pixels, 9 pixels, il faut qu'il sache comment gérer ton contour. Par défaut, ça se fait correct, mais plus tu réduis, plus tu as des problèmes avec les caractères qui bougent habituellement. Là. Les E minuscules, tout ce qui passe là, 3 fois dans la hauteur d'X, là, les S, tout ça. Puis beaucoup d'autres éléments là, qui peuvent être améliorés avec du hinting. Fait que ces instructions-là vont être intégrées dans la police. Puis habituellement, quand tu as des instances statiques, des fichiers de police traditionnels, tu vas avoir des instructions de hinting spécifiques à chacune de tes instances. Mais quand tu travailles avec une fonte variable, il faut que tu choisisses sur laquelle de tes instances tu vas donner ces instructions de hinting-là. Puis tu peux pas le faire sur les deux. Okay. Fait que c'est un peu toujours un compromis. Tu essaies de rendre ça le moins pire dans la majorité des scénarios. Il faut que tu testes à plusieurs graisses différentes dans la même taille, puis que tu tweaks sur un de tes dessins, tes instructions, pour voir qu'est-ce que ça donne. Puis c'est jamais parfait. Fait que ça reste que, tu sais, si ton but, c'est d'utiliser une fonte sur le web pour du texte légal sur ton site, puis que tu veux t'assurer que la lisibilité est maximale, va pas avec la variable pour ça. Utilise l'instance statique. Elle va être beaucoup plus sharp, beaucoup plus précise. Fait qu'il y a des limites de ce qui est possible à faire techniquement avec ça. Il y a un autre aspect que les gens aiment dans les fontes variables, c'est que vu que tu intègres tous tes différents styles dans un fichier, c'est beaucoup plus léger à hoster sur ton site. Puis ça, c'est un argument que j'ai eu quand même assez souvent là, de la part des clients qui veulent avoir accès à un fichier variable pour des raisons éco-énergétiques, de ne pas avoir à livrer tous les différents fichiers de fonte, parce que tu ne veux pas une fonte web. Quand tu consultes une page, il faut télécharger les polices pour que ton ordinateur ou ta tablette ou ton téléphone soit capable de te les présenter. C'est des tout petits fichiers, mais ça s'accumule. Fait que même si c'est 13K, 20K, quand tu en as beaucoup, ça finit par être du data qu'il faut qu'il se transmette. Fait que si tu as un projet où est-ce que sur ton site web, tu utiliserais 30 graisses différentes, là, il y a peut-être un intérêt à aller vers une variable pour ça. Tu vas avoir une réelle économie là, en tant que poids de fichier. Mais si c'est pas nécessairement le cas, mets ton favicon en noir et blanc en place en couleur, puis tu vas sauver plus de weight. Fait que c'est... faut en prendre, faut en laisser aussi là, par rapport à ces avantages-là, selon moi. Là. Okay. Fait que ça dépend, c'est du cas par cas. Bon, ben moi, j'ai une petite question que si tu es à l'aise de répondre, vas-y, sinon, ben c'est pas grave. Mais je voulais savoir là, à peu près comment qu'une typo, ça coûte à un client. Ça varie. Ça varie, hein? Ça varie. Ça varie, hein?
C'est comme des projets de design graphique aussi. Ouais. Habituellement, ça va dépendre du scope du projet. Qu'est-ce que le client a besoin, combien de temps ça va prendre à faire. En typo, il y a aussi l'aspect de la licence. Fait qu'il faut voir un peu là, quelle proportion va aller vers la licence comme telle ou les droits, si le client a besoin d'acheter les droits. Puis sinon, ça va dépendre du client aussi. Souvent, la raison pour laquelle ça dépend du client, c'est plus par rapport à la licence. De la même façon que quand tu achètes une police de caractère pour utiliser, si tu l'achètes sur une fonderie, plus tu as de users ou plus tu as d'employés à la compagnie, plus ça va coûter cher. Fait que c'est sûr qu'une grosse multinationale, le prix est plus cher que pour la boulangerie du coin avec Mom and Pop là, qui font leur pain à la main. Délicieux, by the way. À essayer. On va ajouter ça à notre liste. Je le recommande. Parfait. Mais c'est ça. Fait que ça varie énormément d'un projet à l'autre. C'est difficile de mettre le doigt exactement sur le montant. Puis à chaque fois, c'est un peu une évaluation de comme, OK, voir l'utilisation, la visibilité. Il y a des conditions aussi plus spécifiques à certains projets, des fois, là, de distribution ou des utilisations plus niches. Exemple, l'utilisation sur des produits, des fois, ça peut avoir une valeur différente que de l'utiliser juste pour ton brand ou de la publicité. Fait que ça varie énormément. Mais habituellement, c'est une formule très scientifique que j'ai développée dans un spreadsheet. Puis tu rentres les données là-dedans, puis ça te donne un chiffre à la fin. OK. Puis mettons que quelqu'un t'arrive avec « Ah, j'ai tel budget ». On peut toujours voir si c'est possible. On est capable de fonctionner avec un bon range de budget. Après ça, c'est aussi d'avoir des expectations assez réalistes. Puis, tu sais, si le scope du projet que tu as en tête ne fit pas avec ton budget, on peut changer le scope aussi. C'est pas juste le budget qui a varié non plus. Tu peux aller dans les deux sens. Ça fait que... OK, mais c'est pas dans les $100. C'est pas dans les $100. Mais si tu pars une compagnie puis tu n'as pas un énorme budget pour la typographie, il n'y a rien de mal à acheter une licence non plus. Le custom n'est pas toujours la solution non plus. Puis après ça, il y a beaucoup d'énormes entreprises qui font faire du custom parce que, rendu à la taille où est-ce qu'ils sont, ça coûte moins cher que d'acheter une licence. Oui, c'est vrai. Hein? Fait que ça dépend vraiment de tes besoins là, selon ton type d'entreprise. Mais il y en a pour tout le monde. Il y a même des services de location de police de caractère. Avec lequel je distribue, qui s'appelle FontStand, qui fonctionne vraiment bien. Les licences sont très raisonnables. Puis pour à peu près $5, tu peux louer une police de caractère pendant 30 jours. Après ça, les utilisations que tu en fais, tu conserves la possibilité de le faire dessus, mais tu ne pourras plus éditer ton texte. Mais tu peux, à la limite, si tu as besoin de changer quelque chose dans 2 ans, la relouer pour un autre mois, puis that's it. Pour les étudiants, c'est vraiment le fun pour pouvoir explorer d'autres polices de caractère. Puis si ton projet dure 2 mois à l'école, premièrement, il y a des rabais étudiants. Mais deuxièmement, ça devient plus raisonnable que d'essayer d'acheter des licences. De mon point de vue, pour les travaux étudiants, ça devrait toujours être gratuit. Mais c'est pas toutes les fonderies qui partagent ce point de vue-là. Mais si jamais vous avez besoin de police puis pour des projets étudiants, pour des projets non rémunérés, n'hésitez jamais à écrire un email. La majorité des fonderies, c'est des studios de 1 à 3 personnes. Ça se peut que ce soit long avant qu'ils répondent, moi y compris. Mais habituellement, on est assez friendly à ça, assez ouvert, puis on est capable de vous envoyer des polices pour utiliser dans vos projets sans problème. J'avais une question par rapport à ça. Mettons, je fais un projet avec une typo que j'ai pas loué ou que j'ai pas acheté. Illégal. Puis là, je veux le poster sur mon Instagram, mettons. Faut-tu que je mentionne? C'est fin. Ou genre... C'est toujours illégal, dans le fond. Je vais-tu aller en prison? Mais ça dépend. Ça dépend après ça. Poster sur ton Instagram, pourquoi? Genre, mettons, je suis comme... Est-ce que c'est ton portfolio personnel? Moi, personnellement, ça me dérange pas. Tu peux faire ce que tu veux avec. Après ça, faut que tu
garde la licence de la police en question que tu utilises parce qu'ils sont toutes différentes. Il n'y a pas de standard dans les licences de police. Fait qu'il faut toujours faire attention. Mais, tu sais, si c'est que tu as parti un brand de... Tu fais des tasses, des belles tasses. Puis tu veux faire de la promo pour ça, même si ça paraît pas gros pour l'instant, c'est un usage commercial. Fait qu'il faut faire attention à ça. La ligne est fine entre un usage personnel et un usage commercial. Puis c'est pas tout le monde qui s'entend sur où est-ce qu'elle est, la ligne. Fait que c'est juste, à la limite, écrire un email à la fonderie, pose-leur la question, puis ils vont te répondre. Puis... OK. C'est vrai. Puis mettons, là, parce que les typos, les polices de caractère, ça a souvent des noms très funky. De où ça vient, cette inspiration-là, pour nommer, mettons, une typo? C'est complexe, le naming. Ouais. De un, tu veux que ce soit reconnaissable, puis que ça marche dans à peu près toutes les langues, parce que c'est un marché global. Fait que c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui terminent par A. Là. C'est comme c'est accrocheur. Ben, c'est une sonorité qu'on reconnaît. À peu près tout le monde est capable de faker un mot italien, peu importe d'où tu viens. Après ça, il y a aussi comment est-ce que tu veux que les gens trouvent ta police. La majorité des sites de fonderies et de distributeurs vont classer les polices en ordre alphabétique. Si tu commences par un A, tu vas être en haut de la liste. Fait qu'il y en a beaucoup qui commencent par des A. Après ça, il y a aussi juste est-ce que le nom est disponible ou pas. Puis il y a 20 ans, c'était pas trop un problème encore. Maintenant, il y en a quoi, à peu près 2000 par jour qui sortent. Il y a des sites web qui existent pour vérifier, voir si le nom de ta police sur laquelle tu travailles n'est pas déjà pris. Ça m'est arrivé, moi, de partir des projets, d'y donner un nom, puis travailler dessus pendant 2 ans, puis la veille que j'arrive pour la publier, il y en a une qui est publiée avec le même nom. Oh my God. Tu es obligé de le changer à ce moment-là. Fait qu'il faut faire attention à ça, parce que tu peux... tu peux avoir des problèmes légaux. C'est rare là, que les noms de police vont être trademarkés, mais ça arrive. C'est pas impossible. Fait que il y a quand même plusieurs aspects à garder en tête. Fait que, pour être capable de trouver la police, pour être capable de prononcer le nom puis qu'il soit reconnaissable, pour qu'il soit disponible. Puis il y a des aspects techniques, encore une fois, sans vouloir rentrer trop dans les détails. Il y a des... sur Windows, principalement, si tu veux utiliser ta police puis qu'elle affiche dans les menus, dans Word, il ne faut pas que ton nom complet ait plus de 31 caractères ou 30, selon l'environnement de la version. Fait que ça veut dire le nom de la famille, le nom du style, le nom de tout ce qui vient avec. Fait que si tu as Times New Roman, c'est déjà long. Puis si tu rajoutes condensed, extra bold, italic, c'est comme tu viens de buster le nombre de caractères. Fait qu'il y a des raisons techniques pourquoi on donne des noms assez courts d'habitude aussi. Ah, mais il y en a beaucoup qui ont des noms longs en plus, des fois. Ben, tu sais, si tu n'as pas d'ambition de créer une famille où est-ce que tu vas avoir des condensed puis 1 million de variations, ça va, tu peux t'en sortir avec. Puis j'avais une question aussi par rapport au... Tu sais, mettons que je vais sur... je me cherche une fente là, sur Adobe, là, tu sais, je vais à la fin complètement, là, puis il y en a plein avec genre des petites icônes et tout, là. Ouais. C'est de où ça sort ça? Genre, pourquoi il y en a autant? Je comprends pas. Pourquoi il y a genre un bloc, c'est juste des affaires de même? Juste des carrés. C'est parce que de notre point de vue très nord-américain ou européen, on voit moins d'utilité à ça. Mais c'est que, dans le fond, les polices de caractère, avant les années 90, on utilisait un standard ASCII, ASCII. Vous avez sûrement déjà vu ça passer. Mais en gros, les caractères étaient placés dans une grille dans la police. Fait qu'il faut imaginer une grille, puis là, tu as tous tes caractères dedans. Puis il y a un certain nombre de cases dans ta grille qui étaient fixes. Puis la façon, quand tu tapes sur la touche de ton clavier, pour que ça donne la bonne lettre, c'est qu'il disait « Ah, va chercher celle dans cette case-là ». Fait que si tu tapes sur ton A, ça va chercher ton A. Par contre, dès que les polices se sont mis à avoir un besoin pour plus de caractères, exemple, tu as besoin d'un support de langue pour les langues est-européennes. Tout d'un coup, il n'y avait plus assez de place pour tout mettre dans la même
police. Fait qu'il enlevait certains éléments, par exemple les langues, les accents pour l'espagnol, puis il mettait les accents est-européens dedans. Mais des fois, tu as des caractères qui changeaient de place dans la case. Le problème avec ça, évidemment, c'est que quand tu changes de police, vu qu'il n'y a pas de standard sur où est-ce que ces caractères-là allaient dans la case, ben, tu peux te retrouver avec à peu près n'importe quoi. Fait que si tu sélectes un mot dans ton texte, puis tu changes de police, des fois, ça changeait le mot. Fait que ça, évidemment, c'est quelque chose qu'on ne désire pas. Fait qu'ils ont créé un standard qui s'appelle le standard Unicode, qui, dans le fond, au lieu de placer les caractères dans des cases, va donner une adresse unique à chacun des caractères selon sa signification. Fait que ton A minuscule, il va toujours avoir la même adresse, puis il peut être ou ne pas être dans la police, mais c'est le seul qui répond à cette adresse-là. Fait que quand tu tapes sur ton clavier, il va chercher l'adresse Unicode plutôt que d'aller chercher la case. Fait que tout ça pour dire que le standard Unicode, il faut que ça supporte la totalité, ou disons le plus possible, de langues sur Terre. Fait que ça inclut énormément de caractères pour, oui, une foule de langues qui utilisent l'alphabet latin, mais aussi beaucoup d'autres scripts. Ça inclut beaucoup de variantes qui vont être plus localisées. Là, des variantes de dans tel pays, c'est le même accent que l'autre, mais il préfère quand il y a cette forme-là. Fait qu'il va avoir une adresse Unicode différente. Ça va inclure aussi beaucoup d'éléments techniques pour créer des formulaires, créer ces trucs-là. Fait que ce qui arrive avec ça, c'est que dans ton OS, là, ton Operating System sur ton ordinateur, pour éviter que à n'importe quel moment, il y ait un request pour un caractère qui n'est pas capable de te fournir, il faut qu'il supporte le standard Unicode en entier. Puis pour ce faire, ils font plein de polices comme ça à la fin qui supportent tous les autres tables là, du standard Unicode pour s'assurer que tu n'auras jamais un request pour un caractère qui n'est pas là. Il va te changer la police, il va te mettre cette police-là. Mais si le caractère n'était pas disponible, ça peut causer beaucoup de problèmes. Fait que c'est pour ça que les fonds de système, tu as un support qui va couvrir le standard Unicode en entier. Fait que, peut-être pas la réponse à laquelle tu t'attendais, mais il y a une fonction à tout ça. Puis après ça, tu sais, si tu habites au Japon, puis que tu as des polices kanji ou katakana dans ton ordinateur, ben, tu en aurais une de plus qui est en bas. Fait que ils sont juste là pour répondre aux besoins si jamais besoin il y a. Hey, c'est fou, une bonne question. Je me le demandais tout le temps aussi. Parce qu'à toutes les fois, j'étais comme, pourquoi il y en a autant? Pourquoi c'est parce qu'ils ont des noms hyper génériques aussi, parce que c'est plus fonctionnel d'un point de vue informatique que d'un point de vue de typographique. Oui, mais c'est bon à savoir. Mais ouais, c'est ça, je me demandais là, j'étais comme... J'ai pensé, j'étais comme, what the fuck? Mais c'est aussi le genre de question que c'est difficile de répondre de façon pas super heavy. Ça, c'est ça. Mais c'est rare, comme... Tu sais, je pense qu'on en a quand même un petit peu abordé, mais comme... Si j'ai une licence avec justement comme une place comme Monotype ou genre Adobe Font, est-ce que ça me donne automatiquement comme le droit de justement publier tout ce que... Tu sais, tous les projets que je fais avec des typographies de ces places-là, je peux genre juste comme les mettre, mettons, sur mon Instagram personnel, sur mon BN, tu sais, genre, j'ai pas de problème de licence avec ça parce que j'ai déjà la licence ou faut comme que j'achète après des typographies individuellement pour comme être sûr d'être chill puis de pas me mettre dans la merde sans le vouloir, genre. Ça dépend de ce que ta licence couvre. Puis encore une fois, il n'y a pas de standard pour ce qui est des licences, puis il faut toujours vérifier. La majorité des fonderies vont avoir des contrats de licence qui sont étonnamment lisibles. C'est sûr qu'on est tous un peu découragés là, parce qu'on est habitué au End-User License Agreement de iTunes là, qui fait 83 pages. Puis, mais un contrat de licence pour une police de caractère, habituellement, c'est entre 1 et 3 pages dans un langage qu'on comprend. Fait que ça vaut la peine de juste le lire avant d'acheter la police en question. S'assurer qu'on est couvert. Mais il n'y a pas de standard. Fait que d'une fonderie à l'autre, d'un distributeur à l'autre, ça va toujours varier. Fait que c'est super important de faire ses devoirs. Puis de s'assurer qu'on est couvert pour un usage en particulier. Si c'est une licence que tu as déjà, par contre, c'est juste d'aller revérifier.
Mais c'est ça varie au point où est-ce que je peux pas vraiment donner de réponse précise là-dessus. Ouais, OK. Puis je sais pas si ça va revenir sur la même réponse, mais si, mettons, moi, je fais un projet pour un usage commercial, mettons, il y a quelqu'un, je fais une affiche pour un événement, whatever, ça va être affiché partout dans Saint-Vallier, mettons. Genre. Est-ce que je pourrais avoir des enjeux légaux à utiliser une typo qui est dans ma licence monotype? Mais c'est toi qui as fait le projet? Ouais. En théorie, non. Tu sais, la licence, dans la majorité des cas, puis encore une fois, moi, je suis un petit peu atypique dans mon approche pour ce qui est des licences. Ma licence Ouais. n'est pas conventionnelle. Mhm. Mais une licence conventionnelle, la personne qui possède la licence de la police, c'est la personne qui va utiliser la police. Ok. Fait que si toi, tu fais les affiches, puis que tu as une licence qui te couvre, en théorie, ça va. Ok. Par contre, si ton client a à faire des modifs sur une des affiches, puis que lui, il n'a pas de licence, ce serait Là, toi qu'il faut c'est qu'il les fasse. OK, c'est ça. Tu peux pas y envoyer la personne qui a police licence pour qu'il fasse les modifs eux-mêmes parce qu'il devient un utilisateur à ce moment-là. OK. Je comprends. Mais, tu sais, moi, ma licence à Coppers and Brasses est un peu différente. Moi, c'est une licence de valeur extraite. Fait que moi, la personne qui possède la licence, c'est pas l'utilisateur, c'est le client Mhm. comme tel. C'est la personne pour qui le travail est fait. OK. Yeah. Puis lui peut distribuer des sous-licences pour ses sous-traitants. Fait qu'il pourrait t'en donner une. Il pourrait en donner à tout le monde qui travaille pour lui sur ses projets. OK. Ce qui est le fun avec ça, c'est que, ben, de un, ça nous permet de tracker la taille d'un projet de façon beaucoup plus réaliste. C'est basé sur le nombre d'employés chez le client et non pas le studio qui fait le projet. C'est parce que ça arrive, là, des studios de 2 personnes qui vont faire une campagne pour Nike à l'international, puis Ouais. qui vont acheter une licence à 50 $. Puis ça arrive aussi des agences de 500 employés qui mettent une licence sur leur serveur pour faire un projet pour, encore une fois, la boulangerie du coin. T'sais. Fait qu'il y a comme un débalancement à ce niveau-là de combien ça vaut une licence. Fait que moi, je trouve que le modèle avec la valeur extraite, ça permet de rétablir un peu un équilibre dans tout ça. Puis ça simplifie beaucoup l'utilisation des polices dans des projets où est-ce que, tu sais, il y a une approche beaucoup plus multidisciplinaire maintenant. Fait que ça va pas juste être un designer graphique qui va travailler sur ton projet. Il y a peut-être un monteur vidéo, il y a peut-être quelqu'un qui gère tes réseaux sociaux, il y a peut-être, tu peux avoir plein de gens autour, puis tous ces gens-là seraient couverts par ta licence tant qu'ils travaillent sur ton projet pour. OK. Fait que ça simplifie après ça le partage des Ouais, licences. c'est ça. Chose qu'on s'entend, la majorité du temps est fait, mais de façon illégale. Mais à ce moment-là, ça permet de le couvrir de façon légale. OK. Bon, je comprends. Ah, nice. Bon. Petite dernière, ben non, pas la petite dernière, mais Avant-dernière. avant-dernière question. Dans le fond, est-ce que tu aurais un conseil à donner pour un jeune étudiant qui aimerait ça faire, créer sa typo, whatever? Puis nous autres, on n'a pas de cours là, de création de typo, dessin typographique. Mettons que moi, ça me tente de m'essayer puis de créer une typo. Mhm. T'aurais-tu un conseil pour moi là, ou à un étudiant? Ben, en étudier beaucoup, en regarder beaucoup, essayer de comprendre comment ça marche puis comment c'est fait, ça nuit jamais. Mais après ça, moi, je pense que le conseil que je pourrais donner le plus, c'est de revenir aux outils qui étaient utilisés pour créer de la typo. Je sais que la calligraphie, ça parle pas à tout le monde. Ça me parle pas à moi non plus. Mais de comprendre comment manier l'outil puis quelle influence cet outil-là va avoir sur comment la lettre est de un tracée, comment le contraste s'applique à certains endroits. Il y a toute une logique en arrière de ça. Puis pour vraiment accélérer le processus de la compréhension de comment est-ce que tous ces éléments-là fonctionnent ensemble, l'idéal, c'est juste d'utiliser les outils, de voir. Ouais. Tu n'as jamais besoin de montrer ça à personne. Là. Mes exemples calligraphiques que j'ai faits, je les garde bien cachés, mais ça te permet d'apprendre. OK, regarde, si je tiens ma plume à bec large à 30 degrés, puis je fais ce tracé-là, c'est ici qu'il y a le plus de masse, puis mon délié est à cet endroit-là. OK. Puis il y a toute une logique en arrière de ça, autant pour justement l'application du contraste sur ton caractère, mais aussi pour juste la séquence d'écriture, comment est-ce qu'on
on crée un tracé. Il y a des trucs qui peuvent ne pas être super évidents au départ, mais en typographie, il n'y a jamais de réflexion. Il y a juste de la rotation. Parce que quand tu tiens ton outil, si tu fais un N, par exemple, tu vas avoir ta connexion d'un côté là. Puis si tu fais un U, tu vas avoir ta connexion dans le sens inverse. Mais si tu flippes un N, tout d'un coup, ton contraste est inversé. Ça ne marche pas dans le système. Tu peux faire de la rotation, mais jamais de réflexion. Fait que ça, c'est le genre de truc qui est vraiment long à apprendre si tu le fais pas avec l'outil. Puis qui est plus difficile à comprendre. Fait que moi, je te dirais, vraiment, commence à jouer avec ça, juste pas pour que ça donne un résultat intéressant, puis pas nécessairement pour baser ton dessin là-dessus, mais comprendre comment ton contraste s'applique, c'est une des bases les plus importantes. Puis à partir de là, c'est que toutes les compensations optiques, toutes les choses qu'on remarque un peu moins, mais qu'il faut appliquer dans la police, vont être basées là-dessus. Même si tu dessines une sans sérif le plus monolinéaire possible, elle ne sera pas égale partout. Il faut compenser. Il y a beaucoup de compensations optiques en typo. Si je te dessine un cercle dans Illustrator, puis je mets un outline épais là, pour que ça ait l'air d'un O, si je te dis que c'est un cercle, tu le vois d'une certaine façon. Puis le moment où on te dit que c'est un O, tout d'un coup, il y a quelque chose qui ne marche pas. Il a l'air trop large, il est trop épais en haut, en bas. On les lit différemment de ce qu'on lit comme étant des formes. Puis tout ça, ben, ça vient basé sur comment l'outil réagit, comment est-ce que ça applique le contraste. Fait que si tu veux donner un haut parfaitement symétrique, parfaitement monolinéaire, ben, il va être quand même plus mince en haut, en bas, parce que c'est ça que l'outil faisait à la base. Puis on est habitué de le voir comme ça. OK, je comprends. Ah, bon, cool. Moi, je vais faire un appel général à U-Laval. Ouais, c'est ça, ça serait le fun. de dessin de caractère, s'il vous plaît. Ça serait cool pour Ça vrai, serait là. vraiment nice. Non, c'est quand même bête. Ouais, faudrait vraiment. On vous aime pareil, là, mais... Mais oui, il en faudrait un. Il en faudrait un. Il en faudrait un. Ça serait le fun. Bon, Ben, il en reste une. Il reste une question. Oui, vas-y. Ah. Il en reste pas une. Il en reste plus. Dans le fond, j'ai vu ça il y a quelques temps, là, puis je sais pas si c'est nouveau ou ça date de plusieurs années, mais vu que tu es là puis que tu es un typographe, est-ce qu'on pourrait parler de la typographie inclusive, accessible, pour ceux qui ont des déficiences visuelles, c'est quoi que ça comporte, c'est quoi les choses qu'il faut prendre en compte? Par exemple, si on veut créer une affiche, ce temps-ci, la mode, c'est beaucoup de faire peut-être des affiches colorées avec des typos très funky, chunky, mais c'est pour des personnes qui ont des déficiences visuelles, c'est peut-être pas les choses les plus faciles à lire, fait qu'avoir ton petit input là-dessus. Ouais, ben, tu sais, je pense qu'il y a eu quand même plusieurs projets là, qui sont sortis dans les dernières années, là, où est-ce que cette police-là aide les gens qui ont de la dyslexie à mieux lire. Tu sais, personnellement, je trouve que c'est très subjectif comme milieu de recherche. J'ai quand même assisté à quelques gens qui présentaient, exemple, leur thèse de doctorat, puis qui parlaient de lisibilité, puis d'essayer d'améliorer tout ça. Puis c'est très difficile à mesurer. Puis souvent, quand les tests vont être faits pour mesurer, ça joue beaucoup sur la rapidité de lecture, la reconnaissance de caractères, puis ça joue sur un contexte assez limité. Fait que, tu sais, parce que pour mesurer ça d'une façon scientifique, c'est difficile de trouver une façon de bien le tester, selon moi. Fait que pour moi, la lecture, la lisibilité, c'est pas juste à propos de la rapidité, mais c'est aussi à propos du confort de lecture. C'est aussi à propos de, tu sais, est-ce que c'est quelque chose qui amène l'émotion que tu veux que ça amène. Fait que je pense que c'est un milieu où est-ce que c'est difficile de prouver ce que tu essaies d'amener de façon définitive. Mais, selon moi, on est toujours meilleur pour lire ce qu'on est le plus habitué de lire. Fait que ça reste que, tu sais, maintenant, on est beaucoup plus à l'aise à lire des polices sans sérif sur un écran la majorité du temps, parce que c'est ça qu'on lit le plus. Ouais. C'est là qu'on a de la facilité. C'est comme si on s'entraînait à lire de cette façon-là. Il y a 20 ans, c'était du Times New Roman sur du papier blanc imprimé en noir, parce que c'est ça qu'on lisait tout le temps. Maintenant, si tu regardes Times New Roman, je pense sûr que les gens la considéreraient moins lisible que Open Sans.
Mais fait que ça varie beaucoup avec le temps, avec l'environnement culturel qu'il y a autour de ça. Mais moi, je reste convaincu que on devient meilleur à lire ce qu'on est habitué de lire le plus souvent. Puis les projets que j'ai vus qui étaient dédiés à essayer d'améliorer pour certains types de lectures spécifiques, souvent j'ai l'impression qu'à moins qu'il y ait un usage global qui se fait de ça, du jour au lendemain, puis que tout le monde passe à ce type de police-là, j'ai l'impression que ça risque d'être un résultat plus négatif que positif au niveau de la lisibilité de la chose. Mais c'est super subjectif, là, la lisibilité. C'est vraiment difficile à définir, difficile à tester. Puis après ça, il y a des gens qui vont mettre des normes autour de ça, les normes d'accessibilité sur le web, tout ça, qui disent comme OK, il faut que ta police soit en temps de point minimum avec un niveau de contraste un tel entre le background puis l'avant. C'est plein de bonnes intentions, mais je peux te montrer des polices qu'en 8 points, il y en a une qui a l'air 2 fois plus petit que l'autre à taille égale. Là. C'est comme un point, ça veut rien dire. Non, exact. Puis je suis capable de faire une police qui, en 8 points, apparaîtrait même pas tellement petite. Puis je suis capable d'en faire une autre qui rentre pas dans le building. Là. Fait que c'est très relatif. Puis j'ai l'impression que ça serait hyper difficile de trouver un standard réel pour englober tout ça. Fait que je veux pas être négatif, mais on dirait que j'ai peu espoir en ces polices spécialisées-là, pour un usage spécifique, là, qui disent comme ça aide beaucoup la lisibilité dans tel scénario. Oui, à partir du moment où ils vont être utilisés de façon globale, puis que ça va être le nouveau standard, probablement que oui. Mais quand c'est la première fois que tu la vois, j'en doute. Par rapport à ça, je voulais savoir, parce que j'ai vu à plusieurs places que c'était vrai, puis j'ai vu à plusieurs places que c'était faux. Est-ce que lire en majuscule, c'est nuisible? Genre, est-ce que... Attends un peu. Je sais pas comment dire ça. Aveugle. Tu trouves, toi? Moi, j'adore lire en majuscule. Non, mais encore Je pense que c'est subjectif. Mon Dieu. Là, je suis rendue encore dans les doigts. Je pense que c'est subjectif, mais moi, j'adore lire en majuscule. Puis j'ai vu que il y avait des gens qui disaient que c'était comme... Oui, c'était le même niveau de lisibilité. En tout cas, je sais pas comment le dire. Mais encore une fois, c'est une question d'habitude. Beaucoup, okay. Tu sais. Puis il y a des théories comme quoi les minuscules vont être plus lisibles parce que le bloc texte est plus reconnaissable. Tu sais. Ce qui est probablement vrai. Mais après ça, il y en a d'autres qui disent ouais, mais en majuscule, tu as plus de variété de formes. Tu as plus d'obliques en majuscule. Versus en minuscule, c'est souvent les mêmes formes qui se répètent. Ce qui est probablement vrai aussi. Entre les deux, je ne sais pas vraiment lequel je crois le plus. Tu sais, je pense que ça dépend vraiment du contexte. Tu sais, sur les panneaux routiers, par exemple, c'est habituellement en minuscule que ça va être écrit. Dans le métro de Montréal, c'était en majuscule avant, quand c'était le univers condensé là, qui était utilisé. Puis là, ben, ils l'ont changé pour mettre en minuscule aussi, avec ce raisonnement-là en arrière. Selon moi, ça dépend du contexte. C'est vraiment... Fait que c'est un oui puis c'est un non. C'est ça. C'est variable. Ouais, c'est variable. C'est variable. Je pense que c'est le mot-clé du podcast. La variabilité. Ouais, la Tu veux le mettre en hanse? Ouais. Ce serait quoi? La variable. La variance? La variance. Ben oui. C'est Dans déjà... le fond, on se concède tellement la tête pour ça. Bon, ben c'est La ça. variance. OK. Bon, on est rendu à la C'est comme la ravi... ravi... Je mêle. Ah, bon, c'est beau. C'est parce qu'elle met tout en rance, elle, fait que... En rance. Les jeunes de nos jours. Elle met tout en rance, fait que là... Fait que je voulais savoir c'est quoi pour elle, la variance. C'est comme le sujet de tous les podcasts, dans le fond. À toutes les fois, je le dis. tout en hanse. À toutes les fois, je Vous le allez dis. changer le nom. Là. Non, mais écoute, on le coupera, là, parce que c'est vrai qu'à toutes les fois, je le mentionne. Je suis même... Ouais, elle a dit tout en hanse. On dirait que j'en reviens pas, là. Ça fait comme... Ça doit faire 13, là, tu sais. La variance. OK. Moi, c'est ça. Entre deux hanses, là.
Bon, dernière question. ben, on est déjà rendu à la dernière question. Yes. Question signature. Question signature. C'est une question qui fait écho au nom du podcast aussi, Entre deux briques. Yes. Vas-y. Pourquoi d'ailleurs? Pourquoi Entre deux briques? Moi, je peux l'expliquer. Vas-y. Si tu veux. En fait, ben, est-ce que j'explique comme quoi qu'on a fait un sondage? Ou... Ouais. C'est ça. Ouais, On a comme c'est fait un sondage pour avoir des idées de noms de podcast, en fait. Puis lui qu'on a plus accroché, c'est Entre deux briques. Puis dans le fond, ben, ça fait comme un peu référence à la fabrique, vu que c'est ici qu'on étudie. Puis aussi, on a comme trouvé un meaning un peu plus profond derrière de ça, comme quoi que nous, en tant que personne et que designer, on est tout le temps entre deux choses. Fait que ce soit entre deux choix, entre deux cours, entre... Fait qu'on est tout le temps entre deux choses. Donc, pourquoi on est entre deux briques, c'est parce qu'on est comme à la fabrique. C'est comme un Qu'on a petit jeu de mix. mots. Voilà. On a mix tout ça. Puis à l'assaut qui est la brique aussi. Fait que, Exact. La quoi? la brique. L'assaut. L'association, mon Dieu. Étudiante. L'association étudiante de l'Université Laval. Puis on en fait pratiquement toute partie. Fait que Ouais, c'est c'est ça. comme un Fait petit que, clin d'œil. mais ouais, c'est pas mal ça. Voilà. Excellent. Fait que je retourne sur la Vas-y. question. Je t'interromps. Fait que c'est ça, c'est une question qui fait écho au nom du podcast. Fait que dans le fond, pour toi, c'est quoi la brique qui a été le plus essentielle à la construction de ton parcours? Ben, je pense que c'était premièrement, les gens qui Mhm. m'ont amené à avoir un intérêt là-dedans, tu sais, avec qui j'ai découvert la typographie. Mhm. Les gens qui m'ont supporté là-dedans aussi. Comme j'ai mentionné, tu sais, je me sens chanceux là, dans mon parcours, mais c'est en majeure partie à cause des gens qui m'ont permis de faire ce que je fais maintenant. Mhm. Sinon, je dirais la curiosité. Je suis quelqu'un qui aime bien approfondir mes connaissances, qui est assez autodidacte habituellement. Fait que, tu sais, toutes les briques que j'ai lues sur la typographie m'ont beaucoup aidé à avancer dans tout ça. Puis sinon, ben, c'est ça, la curiosité par rapport aux outils, j'en ai parlé, comment c'est important pour moi dans mon parcours. Fait que c'est quelque chose où est-ce que quand j'étais à l'université, moi, j'aimais la typographie en tant qu'outil de composition. J'aimais la typographie en tant que sujet académique. J'aimais son histoire, mais j'aimais aussi l'appliquer, tu sais, puis comprendre un peu les contraintes de l'époque, puis comment est-ce que ça se transpose aujourd'hui. Mais tu sais, je me suis mis à triper sur l'impression letterpress. Je me suis mis à faire de la peinture d'enseigne aussi, essayer de comprendre comment ça se transfère d'un médium à l'autre. Fait que je pense que c'est un peu tout ça en même temps. Fait que c'est pas une brique bien définie, mais c'est comme plusieurs briques qui commencent à faire le début d'un petit mur. Là. OK. Cool. Parfait. Nice. J'ai aimé le petit jeu de mots avec les briques que tu disais. Ouais, c'est ça. C'est parfait, on aime. Bon, merci beaucoup. Ouais, un C'est ce gros qui met merci fin d'être venu au podcast. Merci Merci de t'avoir d'être déplacé. descendu. Ouais, c'est ça, de t'être descendu de Montréal. Tu retournes-tu live? Ouais. Oui. Ouais. Ah, OK. C'était un presque T'allais comme des retour, vacances. là. Non, tu faire de quoi aussi? Ou, non? Juste pour nous. On est tellement choyés. Yeah! Ben oui, Hey, Ah, ben, c'est encore cool. merci. C'est ça fait intéressant. plaisir. Parce que moi, là, en plus, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, la typo, mais je savais pas, genre, après, genre, comment se lancer. Parce qu'on a rencontré aussi quelqu'un d'autre qui avait fait qui avait axé sa maîtrise à la typo. Ouais. Mais c'est plus longtemps un peu. Mais, ouais, on dirait que je savais pas qu'il y avait autant d'options qui Est-ce que vous s'offrent à nous. avez connu Louise Paradis? Louise? Ouais. Moi, je l'ai pas eu comme prof, Ok. là, mais elle a été prof, l'année passée, mais là, elle est rendue à l'UQAM, là, je Ouais, pense. ouais. Ben, c'est parce elle était à l'UQAM avant, puis elle Puis elle est est revenue ici, ici, puis puis elle elle est est retournée à retournée l'UQAM. là-bas. Ouais. Mais elle a travaillé beaucoup Ouais, c'est ça. avec ok. Optimo, tu sais, puis elle a étudié Ok. en type design. Puis... Non, c'est hot. J'aurais aimé ça l'avoir comme prof. Mm. Je suis triste. Elle est partie juste Je avant. suis triste. Ouais, vraiment. On l'a loupé. On l'a loupé de peu. Zut. Mais c'est ça. Merci beaucoup, hein. Merci. C'est vraiment le fun. OK, mais tu disais tantôt que tu n'étais pas full axé réseau puis publication de ce que tu fais, mais tu dois avoir probablement un site web pour ta fonderie. J'ai un site web. Parfait.
c'est coppersandbrasses.com. Super. Ben, ouais. On vous invite à cliquer sur le lien. Si on est capable. Peut-être que Peut-être que il va Steven peut-être avoir sera une pas là. blank space, mais sinon, on vous invite à aller le voir sur les internets. Fait que, un gros merci d'avoir écouté l'épisode, puis on vous dit à dans 2 semaines. Full. Bye! Ciao. Thank you.